Le président de la Corée annonce la fin du monde après qu'un astéroïde provoquant des zombies frappe le Japon, transformant les gens en mangeurs de chair assoiffés de sang. L'apocalypse commence et la panique éclate partout. Personne ne sait quoi faire ni où aller, mais il y a un gars qui est plus que prêt. Il a son propre abri sûr dans un autre monde et il attend depuis longtemps pour écraser des zombies. Ce gars-là est notre protagoniste, Seongo. Il y a quelques mois, Seongo et ses amis ont joué à Sura, le jeu de survie virtuel le plus difficile jamais créé. Le jeu était tellement intense et difficile que la plupart des joueurs ont complètement arrêté d'y jouer. La bande de Seongo l'a abandonné avec la trahison ultime de ne jamais se reconnecter. Il s'est retrouvé seul à jouer et à diffuser le jeu, affrontant toutes sortes de monstres et devenant le meilleur. Lassé de sa vie un jour, notre garçon a retiré son casque et supprimé tous ses streams publics. Seongo s'est concentré sur sa vie de chef et a trouvé une fille mignonne comme sa cliente préférée. Il décide en plaisantant de chanter Fenêtre de statue dans la vie réelle et se stupéfie lorsqu'il voit réellement un écran bleu flotter devant ses yeux. L'écran décrit ses statistiques. Elles sont les mêmes que dans le jeu auquel il jouait, à une différence près. Il a une nouvelle capacité appelée portail privé. En testant cette capacité, Seongo matérialise un portail de téléportation de taille humaine. Son esprit a du mal à comprendre les dangers de cette nouvelle découverte, car si le jeu est réel, alors la météorite qui a déclenché l'apocalypse arrivait aussi. Sur le web, Seongo tombe frénétiquement sur un article à propos de la chute imminente des stéroïdes. Il refuse d'accepter que les événements du jeu se produisent dans la vie réelle. Notre garçon fixe le portail devant ses yeux. D'abord, il a reçu la confirmation de l'astéroïde, et maintenant ce portail, confirmant que quelque chose ne va pas. Hésitant, il se demande s'il devrait vraiment entrer dans cette chose. Sans pouvoir, sans copine, sans plan ni argent, il envisage de mettre le pied à l'intérieur. Finalement, il réfléchit à quelque chose et attrape la louche la plus proche qu'il puisse trouver. Là, il enfonce la louche dans le portail pour avoir une bonne idée de ce qui se trouvait au fond de l'autre côté. Après avoir ramassé un peu de terre, il se rend compte que l'autre côté ne se déroule pas à l'intérieur d'un labyrinthe du jeu. C'est une bonne chose, mais il commence aussi à se demander si ce portail le téléportera à un autre endroit sur Terre. Ayant fait ses bagages pour se préparer au voyage, il s'encourage enfin à entrer. Dans la scène suivante, Bro est passé de l'autre côté du portail et découvre la beauté de l'autre côté. C'est un paysage sans rien d'urbain en vue. La première chose que ce type remarque, c'est à quel point le temps est froid par rapport à d'habitude. Sans signal sur son téléphone, ce gars analyse qu'il est coincé dans une sorte de région éloignée qui ne sera pas facilement atteinte par quiconque. En bref, mec est foutu s'il est coincé ici. Sortant un marqueur, il marque un des arbres avec un 0. C'est en fait une décision intelligente de sa part pour s'assurer qu'il ne se perde pas trop dans son processus d'exploration. Il commence à marcher et marcher, mais la marche le fatigue. La forêt semble interminable sans rien en vue. Juste au moment où ce gars priait pour que les choses deviennent intéressantes, une créature le fixa du regard à proximité. Instantanément, cette chose bondit comme un prédateur et fit une peur bleue à notre gars. Heureusement, c'est juste un magnifique cerf de vallée et non un genre de monstre mangeur de chair. Un détail intéressant est que le système a automatiquement identifié cette créature unique pour lui, confirmant que cet endroit est en fait séparé du royaume de la Terre. La créature le fixe avant de s'enfuir sans un mot. Pas que je m'attendais à ce que cette chose commence à parler ou quoi que ce soit, mais vous voyez ce que je veux dire. Même notre protagoniste trouve étrange que cette chose parte comme ça. La bonne chose, c'est que le cerf n'était pas agressif. Cependant, les choses vont vraiment devenir très moches pour lui s'il tombe sur des singes ou des sangliers assoiffés de sang. Un autre détail intéressant est que le cerf de la vallée n'a jamais existé dans le jeu Sura. Juste après être arrivé ici, il a eu l'intuition frappante que ce royaume est lié à la survie et à ses concepts. Sortant une lame, il avance en se préparant à tout ce qui pourrait surgir et le surprendre. Jusqu'à présent, il a nié la réalité d'un désastre qui menace de mettre fin à l'humanité, mais juste au moment où il était sur le point d'abandonner, il l'a trouvé. Ses yeux se posèrent sur la pomme de soleil brillante, un fruit mystique qu'il avait cueilli de l'arbre. D'abord, il se demande s'il est prudent de la mordre, puis il prend une véritable bouchée et ressent un changement immédiat. Le système l'informe de la restauration de son endurance, et son corps scintille d'une lueur jaune. Ses effets sont en fait les mêmes que le jus de pomme de soleil qu'il buvait dans le jeu. Avec une chose de plus servant de pure confirmation, notre garçon est maintenant convaincu que quelque chose de terrible va bientôt se produire. Le gars était aussi en train de faire ses besoins à côté de crottes de gobelins, ce qui signifie qu'il doit être prudent. Seongo pousse un soupir inquiet en essayant de renforcer son moral, mais malgré ses convictions, il sait maintenant que la fin du monde est proche. Après avoir expérimenté les effets de la porte du portail, il en est sorti et est retourné dans son monde d'origine. Ici, Seongo a commencé à réfléchir à des solutions. Il voulait être prêt pour l'apocalypse à venir. Alors la première chose qu'il a faite a été de revoir toutes les séquences du jeu et de les stocker sur un disque dur personnel. Convenablement, il diffusait en direct le jeu chaque fois qu'il y jouait, ce qui lui permettait de sauvegarder facilement ses données, bien qu'il n'ait jamais pensé les utiliser de cette manière un jour.
jour. La nouvelle de la chute des astéroïdes lui parvint. La destruction du Japon commencerait dans 32 jours en même temps que le début de l'apocalypse. D'ici là, il décida de se préparer car le jeu était malheureusement rempli des pires mécaniques possibles. Le plus fou et problématique de tous était quelque chose appelé la maladie de la mort de fer. Ce petit phénomène a entraîné la corrosion et la destruction de chaque morceau de métal sur Terre. Des bâtiments réduits en poussière, et cela a aidé la horde de zombies quelques heures après que cela se soit produit. Avec l'anéantissement du métal dans la société moderne, l'humanité est retournée à l'âge de pierre. La maladie de la mort de fer a fini par s'atténuer dans le jeu, mais le principal problème était qu'elle durait littéralement toute une année. Même alors, la maladie de la mort de fer imminente ne signifiait pas grand-chose pour notre garçon qui avait une solution sûre pour accéder à son portail privé grâce à son trait nouvellement acquis. Bien sûr, Seongo a une très forte supposition que la maladie sera incapable de passer à travers le portail. En terminant son analyse, il a attribué toutes les économies qu'il avait faites à l'achat d'équipements de niveau premium. Le gaz était sur le point d'entrer dans un lobby de Call of Duty Zombie Apocalypse en temps réel, alors il a obtenu tout l'équipement et les fournitures pour survivre. En consultant les forums la nuit, Seongo s'est retrouvé déçu par les quelques personnes qui ont abusé de leur capacité éveillée pour une vie de crime et de plaisir. Le matin est arrivé. Il a acheté plus de fournitures pour aider sa mission éventuelle. Sur le chemin du retour, il a même acheté un arc de chasse par précaution. En faisant tout cela, il a eu une révélation. Seongo a pensé qu'il réfléchissait peut-être trop à tout cela. Peut-être qu'il s'emballait et agissait précipitamment. Pourtant, il pensait qu'il pourrait récupérer toutes ses économies éventuellement, même s'il se trompait. Avec ses courses du matin terminées, il rentra chez lui et mit un panneau de fermeture. Panneau sur sa boutique. Seongo était en plein dans ses pensées quand il entendit soudain la voix de quelqu'un. Temucha de Solo Leveling demande avec inquiétude à propos de la boutique fermée. Il lui dit que c'est juste pour quelques travaux de rénovation, ce qui l'a fait se demander s'il a fait un gros coup et gagné beaucoup d'argent. Seongo sort rapidement de la conversation en disant qu'il a du travail à faire, mais soudain elle l'arrête et essaie de poser une question. La fille finit par être déconcertée et n'exprime pas réellement sa demande, se retournant pour partir. Seongo est curieux de sa question, et bien qu'il aurait pu facilement insister pour obtenir une réponse, il est retourné à ses affaires. À l'intérieur, il a juré de prendre les choses au sérieux et de travailler sur des trucs qui comptaient vraiment. Le gars a vraiment dit « Je vais ignorer les filles et me concentrer sérieusement ». Il ordonne « Ouvre le portail » en réfléchissant à son véritable style de jeu. On pourrait l'appeler un stratège ou un planificateur, un gars qui aime utiliser des stratégies pour surmonter chaque étape. Il n'était pas vraiment un combattant puissant et comptait surtout sur son intelligence. La raison est en fait simple. Asura, il y a une manière compliquée de gagner des statistiques. Vous ne les acquérez pas simplement après les montées de niveau, vous les acquérez seulement après la chasse et l'exploration. En ce moment, notre garçon est dans l'autre royaume, essayant d'affiner ses compétences avec l'arc. Clairement, sans pratique ni enseignement préalable, le frère utilise des tutoriels YouTube pour s'auto-apprendre. Seongo se positionne correctement et prend visée pour tirer. Un côté de lui, issu du jeu, se reflète dans son expérience jusqu'à ce qu'il finisse par lâcher le tir. La flèche se dirige vers la cible, atteignant le but. Burrow est en fait stupéfait par son talent au point qu'il pense être l'élu. Cependant, avec la douleur de sa main, Seongo réalise que son véritable point faible est sa force. C'est pourquoi il veut se concentrer sur l'entraînement et améliorer son endurance physique. Avec les préparatifs de base terminés, il passerait maintenant à l'étape suivante. Immédiatement, il devait s'occuper de deux choses. La première était de définir une méthode pour chasser les monstres correctement. La seconde était de construire une base où il pourrait stocker des provisions sans souci. Cependant, pour le moment, il n'avait ni armes ni provisions car elles étaient en cours de livraison. En attendant, il chassait des pommes dorées et devenait fou de chance en les trouvant. Ayant marqué quelques endroits, il s'est appris à se préparer pour l'apocalypse à venir. Sa préparation précoce est la raison pour laquelle il a survécu à Sura aussi longtemps. En regardant autour de lui, Seongo tombe sur des excréments de gobelins. Il avait l'intention de les trouver simplement pour un objectif simple. Le truc avec les gobelins, c'est qu'ils aiment agir en groupe. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul morceau de merde par terre, et je le dis littéralement, lui indique qu'il y en a un ici. Poop Inspector Pro Max interagit avec les excréments et juge que le gobelin doit être un paria. Seongo sait que ce type sera son billet d'or. Il doit le traquer du mieux qu'il peut. La nuit, sa recherche du gobelin solitaire continue. Il entend des loups à proximité, ce qui signifie qu'il est plus près de la vallée, puis il aperçoit le même gobelin qu'il cherchait. Seongo se cacha derrière un arbre, mais il pouvait voir que cette chose ressemble identiquement aux créatures du jeu. Maintenant, les gobelins sont censés être le plus bas niveau de monstres. Leurs seules armes sont des lances et des fléchettes empoisonnées. Ils sont surtout connus pour mutiler leurs adversaires et les torturer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre garçon a choisi une arme à longue portée, un arc comme premier choix. À première vue, le gobelin est vieux et en mauvais état. Il n'a pas d'arme, alors Seongo sort instantanément son arc. Il sait que s'il peut garder son calme, il tuera cette chose. Au moment où il relâche la corde de l'arc, la flèche transperce le bras du gobelin. Seongo visait sa tête, mais il est satisfait du résultat. En utilisant cet avantage, il essaie de tirer son deuxième coup, mais le gobelin lance une pierre si fort que son arme est projetée hors de ses mains. Seongo réalise qu'il a affaire à un gobelin mature et expérimenté. Tous deux préparent leurs lames pour un combat rapproché. L'ultime confrontation entre Sung Jin-woo et Beru commence. Merde, attendez, mauvaise histoire.
Seongo charge son couteau et essaie de trancher le côté du gobelin. Le gobelin expérimenté esquive et frappe le genou de notre garçon assez fort. En passant au sol, Seongo plaque le gobelin, le forçant sur le dos. Ici, il a un net avantage. Seongo prend la lame et la plonge profondément dans la poitrine de la créature, la faisant crier de douleur. Finalement, la lumière dans ses yeux s'éteint. Le premier meurtre a été réussi, et Seongo acquiert 2 points grâce à cela. Il n'arrive même pas à croire qu'il a réussi à faire ce qu'il a fait. En scannant son environnement, il trouve de la poudre de guaca et de l'huile végétale à proximité. Dans le jeu, combiner ces éléments donne un onguent, mais d'abord, il devait creuser rapidement. C'est bien trop dangereux de laisser ce gobelin pourrir à l'extérieur, car le groupe pourrait le trouver et chasser Seongo à cause de cela. Le laisser pourrir n'est pas une bonne idée non plus, car il se transformera en quelque chose appelé un Bone Creeper. Seongo trouve une paire de truites rouges à proximité. Le cœur de Seongo tremble en réalisant qu'il est foutu. Au moment où il détourne le regard, Bro découvre le monstre hibou le plus effrayant qui le fixe. Avant ce segment, nous revenons aux courses de Seongo dans le jeu quand il était joueur. Pendant ses streams, il a compilé un tas de matériel d'analyse pour le jeu. Certains membres de son chat ont fait des dons juste pour qu'il plonge directement dans le contenu. Seongo a découvert le fond de l'affaire et a décrit son expérience avec les gobelins et les kobolds la dernière fois. Éviter le Bone Creeper est également essentiel, mais la forêt abrite 2 des créatures les plus dangereuses du jeu. Ce sont les loups-garous et les hiboux-garous. Les hiboux-garous sont des créatures territoriales, ce qui signifie que leur existence crée une harmonie dans l'écosystème des monstres. Se remémorant l'ère du streaming, Seongo trouva de la chaleur dans son cœur. Il y avait ce type, Bull Seongman, qui était toujours content pour lui. Les autres étaient détendus et un peu bizarres, comme le gars qui aboyait et ne pouvait s'empêcher de taper « wouf » dans le chat pour une raison quelconque. Étrangement, Seongo se demande pourquoi il fait face à de tels souvenirs heureux. Est-ce parce qu'il est confronté à l'incarnation de l'horreur pure devant lui, une créature qui allait mettre fin à sa vie? Seongo refuse d'accepter la réalité. C'est comme si ses souvenirs lui disaient de se concentrer. Il utilise chaque instant à sa disposition pour réfléchir à un plan. Il sait déjà que les ours chouettes sont presque vicieux et déchirent tout ce qui se trouve devant eux. Le fait que la créature reste immobile sans rien faire implique qu'elle n'est pas aussi affamée. Mais ce qui le dérange le plus en ce moment, c'est qu'ils ont envahi le territoire de la truite rouge. En tenant compte de tous ces facteurs importants, Seongo réalise qu'il n'y a peut-être qu'une seule façon pour lui d'échapper à cette situation cauchemardesque. En tournant ses pieds, il se rappelle qu'il est toujours le Kimbap Joa dans sa tête, même si son corps est la modeste physionomie de Kang Seong-ho. Serrant les dents, il défie le monstre de l'affronter, une déclaration finale de sa volonté de survivre. La créature le fexe, initiant sa première attaque terrifiante. L'ours chouette est particulièrement doué pour chasser la nuit, mais sa principale faiblesse est la lumière directe du soleil. Ayant mémorisé ces schémas dans le jeu, Seongo sait qu'il doit seulement exécuter pour sauver sa vie. En synchronisant avec le timing de l'attaque de la bête, Seongo évite parfaitement le coup et en même temps pense à un moyen de créer un effet lumineux pour terrifier le monstre. Débordant de vitesse, il court sur le grand bras de la créature avant de sortir finalement une lampe de poche et d'aveugler ses yeux à bout portant. Cet effet est si traumatisant même pour un prédateur comme l'ours hibou qu'il en est complètement aveuglé. La scène suivante coupe à notre garçon pourrissant dans son lit alors que son réveil sonne. Il sait qu'il doit se relever, même si son corps est douloureux comme pas possible après la nuit dernière. Seongo s'est évanoui juste après être rentré chez lui. Son dernier souvenir est de courir pour sa vie après avoir aveuglé le monstre. Par chance, il est tombé sur un hibour juste après avoir affronté un gobelin. Le gars ne veut pas revivre ça et essaie de se lever pour manger quelque chose. Il embrasse le sol avec un bruit sourd, réalisant que ses jambes sont anéanties après ce cardio. Heureusement, il a encore ses pommes dorées de l'autre royaume. Seongo en attrape une et en prend une bouchée, régénérant instantanément son endurance grâce à ses effets. Enfin, il se sent plus vivant que jamais, se demandant s'il devrait maintenant vraiment rassasier son estomac. Mais après s'être arrangé, il finit par croiser à nouveau Temucha Hien. Elle est venue d'ici pour manger dans un autre restaurant et l'a rencontré par hasard. Seongo ne cherchait pas de compagnie, mais elle s'est assise ici parce qu'elle aime avoir un compagnon de repas. Mi-kyung lui demande précipitamment s'il a essayé d'ouvrir la fenêtre de statue. Son attitude enthousiaste fait réaliser à Seongo que cela doit être le sujet qu'elle voulait aborder la dernière fois, mais qu'elle s'est retenue de discuter. Mi-kyung lui montre les nouvelles et lui assure que c'est réel. Certains joueurs éveillés utilisent en fait leur pouvoir pour voler de l'argent aux autres. Seongo est un peu surpris par sa confiance à poser une question aussi directement. Il lui répond en mentant et en disant que rien n'est apparu. Le fait est que Seongo a l'impression de rendre service en gardant les autres dans l'ignorance de son statut. Tout d'abord, son trait est stratégique et non axé sur le combat. C'est quelque chose qu'il peut utiliser au mieux à son avantage, au lieu de le partager avec les autres. En ce moment, même sa sécurité personnelle n'est pas garantie. S'il finit par révéler son jeu à la dame en robe rouge, qui dans ce cas est elle, alors les choses pourraient vraiment mal tourner pour lui. C'est un coup intelligent. Cependant, le type est intrigué par l'intérêt que Mi-kyung porte à poser des questions sur l'éveil. Puis vient une surprise de sa part. Elle hésite et admet même avoir menti. Seongo suppose qu'elle a de bonnes intentions et lui assure même qu'elle n'a rien à dire. Il l'encourage en disant qu'il y a encore du temps et rentre chez lui peu après leur conversation. Enfin, son colis est arrivé. Les articles qu'il avait commandés sont arrivés et maintenant il n'avait plus à s'inquiéter des fournitures. Il a déplacé ses affaires sur le toit et n'a gardé que les choses importantes au 2e étage.
Pendant son travail de préparation, il a sélectionné tout un tas d'articles nécessaires pour la mission d'aujourd'hui, comme des masques à gaz, des combinaisons et d'autres équipements. Pour sa prochaine mission, notre garçon a l'intention de trouver un endroit approprié à utiliser comme cachette. Il est nécessaire pour lui de construire une base, d'où l'utilité de la hache. En passant par le portail, Seongo fait face à son premier indice pour trouver une cachette. Il a accidentellement découvert une grotte de gobelins en cherchant l'ancien gobelin. Se souvenant de son emplacement, il se rend exactement au même endroit et le trouve. C'est un endroit assez pratique pour se cacher, parfait pour ses plans. Cependant, il devait d'abord vérifier le type de monstre qui vivait ici. Seongo examine l'environnement et trouve de petites empreintes de kobolds passant par là. C'est en fait une découverte à célébrer car ces gars-là ne posent aucun problème. Seongo était déjà venu ici avec un plan contre tout monstre de bas niveau, donc il n'avait rien à craindre. Le truc avec les kobolds, c'est qu'ils sont des créatures nocturnes. Ils dorment actuellement, donc le plan de notre garçon est de les étouffer à l'intérieur. D'abord, il rassemble un tas de bois en coupant quelques branches. Ensuite, il place le groupe collecté à l'entrée. L'idée suivante est de verser de l'essence partout. Seongo pensait qu'il allait réussir cette mission sans problème, parce qu'il ne lui restait plus qu'à allumer un feu. Mais ensuite, il entendit leur bruit avec stupeur. Ils sortirent de leur sommeil et fixèrent immédiatement leur prochain repas. Seongo les salue doucement avant de brandir sa hache et de se lancer dans l'action. D'un simple coup, il tranche les deux monstres au niveau du cou, les tuant immédiatement. La raison pour laquelle ils sont tombés si facilement est la somnolence d'avant. Grâce à ces meurtres consécutifs, le système lui attribue une augmentation de niveau et 4 points. Ensuite, Seongo jette le briquet dans le bois de chauffage. Peu après, les fumées commencent à pénétrer à l'intérieur. Dans le suragam, les monstres de bas niveau avaient une faiblesse flagrante. Ils étaient vulnérables aux nouveautés, et c'en était une. Notre garçon attendait avec un masque à gaz à l'extérieur. Bien qu'il aurait pu essayer de les brûler directement, cette méthode était encore plus efficace pour le nettoyage. Les kobolds endormis se réveillèrent frénétiquement et coururent dehors pour se sauver. Seongo a intentionnellement choisi cette stratégie pour affaiblir leur corps et créer de la confusion lors de leur fuite. Au moment où ils sortaient, son objectif était de profiter de leur faiblesse pour les tuer d'un coup. Bien qu'il s'attendait à ce qu'au moins 5 d'entre eux sortent, Seongo est stupéfait que seulement 4 l'aient fait. C'est différent de leur groupe habituel de 7. Visant l'un des kobolds, Seongo l'abat, déclarant qu'il n'en reste plus que 3. Les 3 restants se précipitèrent vers lui, faisant ce qu'ils pouvaient pour attaquer. Mais notre garçon était prêt avec sa hache. Cet homme frappait des coups de circuit avec l'arme et les abattait. Un autre kobold essaie d'attaquer, mais le spray mortel de Pet tout-puissant l'aveugle à bout portant. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Seongo l'aide à lui couper la tête. Avec un dernier restant, notre garçon fixe leur chef, tremblant de peur. Il est devenu le chasseur et déclare leur fin, promettant de faire bon usage de leurs repères. Le bain de sang se termine enfin avec Seongo épuisé au sol. Son manque d'endurance est le véritable inconvénient en ce moment, même s'ils étaient faciles à battre. Les statistiques du système, curieusement, ne sont pas différentes de celles du jeu, même la section des malus de l'état d'épuisement. Les points de statut qui n'augmentent pas après la montée de niveau sont les mêmes aussi. Cependant, monter de niveau finira par débloquer des articles de la boutique pour lui, donc c'est déjà bien. Pour l'instant, la chose la plus pratique est qu'il peut utiliser un espace privé à lui. Mais autant notre garçon voulait avoir un environnement propre à l'intérieur, il s'est retrouvé déçu par le désordre que les kobolds ont fait. Avec la planque sécurisée, les opérations de nettoyage ont commencé. Ce type a dû nettoyer tellement de merde de gobelins qu'il en a eu marre. Nettoyer autant semblait être une vraie galère, surtout après avoir mené un vrai combat. Seongo a maudit les créatures de merde pour vivre dans les ordures. Pourtant, il n'avait plus rien à craindre avec une nouvelle base. Seongo retourne de son côté du monde chaque fois qu'il doit sortir les poubelles. C'était un avantage. Mais malgré tout, cela lui a pris tellement de temps pour nettoyer. La chose qui le surprend le plus est de découvrir à quel point il est facile d'utiliser des objets entre les dimensions. Alors, il a utilisé un tuyau d'un côté et l'a activé de l'autre, s'étonnant lui-même de son efficacité. Mis à part des heures d'effort, l'endroit brille maintenant de propreté. Ensuite, il doit nettoyer les taches de sang et travailler à couler du béton pour faciliter le stockage des affaires. Il pense aux complications du mortier et à l'utilisation de panneaux sandwich, mais la seule bonne chose à propos de cette grotte pourrie, c'est qu'elle est pleine de pierres lumineuses et d'allumages. Ce sont des pierres de débutants dans le jeu, mais l'endroit en est plein, donc c'est bien. Seongo a maintenant une raison de miner cet endroit correctement après la construction. Le lendemain, Bro est à bout de force. Il travaille si dur chaque jour que son corps souffre de partout. En vérifiant son bras, il se surprend avec les quelques coupures qu'il a subies. Les objets qu'il a collectés dans l'autre royaume reposent sur le côté de la table. Seongo se demande s'il devrait profiter de l'occasion pour fabriquer une pommade. La méthode est assez simple. On mélange la poudre de guaca et les légumes à parts égales, puis on remue et voilà, une pommade de bas niveau pour une guérison basique. Grâce aux compétences culinaires de notre garçon, le chef a plus de facilité à les préparer. Appliquer la pommade sur son bras donne l'impression de faire un pas en avant. Cependant, Seongo est troublé par la réalisation qu'il pourrait devoir le refaire encore et encore. Il envisage l'idée d'augmenter ses statistiques en se concentrant sur les fondamentaux. Mais encore une fois, il risque tellement sa vie qu'il pourrait même mourir avant que cette fichue apocalypse n'arrive. Même si ce serait drôle comme tout, Seongo ne veut pas prendre le risque et pense à utiliser une arme plus pratique comme un pistolet. Soudain, une idée lui vient à l'esprit.
Il y a certainement quelque chose qu'il pourrait utiliser. Séparé de l'intrigue principale du jeu, nous avons son lore de fond, mais la grande question est de savoir si ce lore de fond s'appliquera même à l'apocalypse à venir. En utilisant ces informations, Seonko réfléchit, espérant que les événements de l'histoire de fond se produiront car ils lui seront bénéfiques de manière inimaginable. Avec un nouveau plan créé, ce gars monte sur le toit pour les matériaux de construction qu'il a commandés. En ouvrant le portail, notre garçon commence à lancer ses sacs de l'autre côté un par un. Après cela, il est allé chercher d'autres articles, puis est descendu au premier étage. Là, il s'apprêtait à déplacer une pile de colis quand soudain, la même fille est réapparue. Seongo commence à se demander si elle ne devient pas trop à l'aise avec lui à ce stade. Le gars le lui dit franchement, ce qui la met dans l'embarras. Il lui assure qu'il est juste occupé avec des travaux de rénovation et elle pense qu'il dit la vérité. Ce qui la surprend, c'est qu'il n'est pas venu pour sa coupe de cheveux régulière tous les 3 mois. Seongo se souvient, oui, et comprend aussi qu'une coupe de cheveux est nécessaire pour l'exploration à venir. Alors il laisse tomber ce qu'il fait et va à son salon. Ici, Bro ressemble à une version coréenne de Moist Seerintikal. Il lui ordonne de tout raser, la coupe en brosse Sigma. Surprise, elle décide de répondre à sa demande. Ce qui l'intrigue, c'est que les épaules de Seongo se sont élargies. Je veux dire, soyons honnêtes, aucune fille ne dira jamais ça pour de vrai. Il lui dit qu'il s'est entraîné pendant que Mi-kyung parle de la fenêtre de statut liée au jeu Survival Life. Les éveillés sont des personnes qui ont joué au jeu au moins une fois. Pendant tout ce temps, Seongo fait semblant d'être ignorant et est d'accord avec tout, mais il demande aussi curieusement d'où elle tient ces informations. Soudain, un type tatoué entre dans la boutique, révélant qu'il est là pour les nouvelles infos. De manière hilarante, ce gars s'avère avoir affronté Seongo dans le passé, mais seulement lors d'une compétition de chant. Notre gars est furieux que ce clown soit sa source d'informations. Le blond lui dit qu'une certaine personne a supprimé les streams et garde les informations pour lui. C'est un moment gênant car ce type annonce même qu'il essaie de doxer la véritable localisation du joueur. Seongo est vraiment curieux à propos de cette personne mystérieuse. Inak mentionne Kimbap Joa, qui était le nom d'utilisateur de Seongo. Cela complique déjà les choses car maintenant, notre garçon sait que des gens sont vraiment là pour le traquer. Inan force la jeune femme à être audacieuse et à rejoindre leur équipe. Seongo pense que toute la situation est stupide. La seule raison pour laquelle il a supprimé la vidéo est simplement parce qu'il était déçu. Il n'a jamais eu le temps de penser à des avantages personnels. De toute façon, ce type est un prétentieux qui parle beaucoup. Il va même jusqu'à insulter Seongo pour avoir abandonné tout le monde sans publier publiquement les informations de ses streams, sans savoir que le même gars qu'il chasse actuellement est assis en face de lui. Seongo se demande si la réaction de la communauté est la même. Cela le fait réfléchir s'il devrait vraiment changer de cap et partager des informations. Bro se lève personnellement pour confronter In-hak, le réprimandant d'avoir gâché sa coupe de cheveux en plein milieu d'une séance. In-hak essaie de jouer les durs avec notre gars, mais Seongo fixe le nain avec des yeux meurtriers, lui ordonnant de déguerpir rapidement à moins qu'il ne veuille être humilié à nouveau. Intimidé, le punk quitte la boutique tandis que la dame lui dit au revoir. Mi-kyung se sent soulagé. Voyant sa détresse, notre garçon lui demande son numéro uniquement parce qu'il pense que ce type est vraiment un clown qui pourrait menacer sa vie. De retour à la maison, notre garçon ressemble à un mannequin avec son nouveau look. D'abord, il s'est concentré sur son nom d'utilisateur et a décidé de chercher des informations sur le forum. Ce qu'il a trouvé était alarmant. Tout le forum était inondé de malédictions et d'insultes dirigées contre lui. Il recevait une haine sans fin jusqu'à ce qu'il finisse par trouver le nom d'utilisateur d'Inak. Le clown utilisait même un surnom malgré la vérification complète accessible sur le site. Toute sa page était inondée de commentaires négatifs à propos de notre garçon. Un vrai haineux et redditor dans l'esprit, le corps et l'âme, Seongo éteint son ordinateur en sachant que c'est la seule réaction appropriée. Il n'était pas mentalement affecté, juste déçu. Mais ensuite, son cerveau a ressenti une étrange sensation de calme lorsqu'il a commandé le portail. Il a passé les 2 jours suivants à peaufiner sa cachette, travaillant sur l'extraction et la construction. La pioche l'a aidé, puis il a étalé le mortier avec de l'eau, le lissant uniformément chaque jour. Une fois le travail terminé, il sort en attendant que le mortier sèche. Pendant ce moment, il fixe la lune solitaire. Soudain, Seongo a réalisé qu'il devait répondre à cette injustice et à ce niveau de cruauté. Il n'est pas un héros et ne cherche pas un but grandiose dans la vie. Son objectif ultime est la survie ultime. C'est tout ce qui compte tant qu'il gagne. En prenant sa résolution, il se retourne et se retrouve effrayé. Un Bone Creeper s'approche de lui en cliquetant. Seongo était déjà en colère. Alors il a enfin trouvé une cible sur laquelle concentrer son attention. Une forte explosion suit, engloutissant tout dans les flammes. La prochaine fois que notre garçon se réveille, il est couvert de griffures. Il ne sait même pas ce qui vient de se passer. Mais ensuite, il se souvient de la vision du Bone Creeper. La partie qui le laisse perplexe est comment il a pu survivre à une explosion à bout portant. Mais cela a aussi une réponse. Juste après avoir repéré le Bone Creeper, Seongo savait déjà que ce salaud allait exploser en morceaux. Alors il a couru. Mais la détonation l'a quand même rattrapé, le frappant avec assez de force pour le rendre inconscient sans le tuer. Cependant, ce petit mouvement lui a aussi coûté cher. Seongo est plein de piqûres sur le côté droit. Rassemblant le peu de force qui lui reste, il appelle la fenêtre de statut à l'aide. Les statistiques du système ont diminué à cause de son état actuel, mais grâce à la destruction de la créature, il obtient des points pour sa défaite. Un mal de tête lancinant commence à s'emparer de lui, alourdissant l'essence de Seongo. En dépensant sa dernière once d'énergie, il commande « Ouvre le portail ».
Dans la scène suivante, la première chose qu'il a faite a été de soigner ses blessures. Cela implique de retirer les fragments d'os de la créature. C'était douloureux à enlever et cela lui faisait un mal de chien de les retirer. La pommade a fait des merveilles, l'aidant à arrêter le saignement. En vérifiant son état après l'avoir bandé davantage, Seongo finit par perdre connaissance. C'était sa limite pour la journée. Le lendemain matin, l'aube se lève et notre garçon est de nouveau debout. Il pense qu'il est sur le point de mourir un jour ou l'autre. Son souci immédiat est de vérifier si ses blessures sont guéries. Alors il ouvre la fenêtre de statue. Le système semble dire qu'il va bien, donc c'est bon. Il se lève et se demande comment un fichu crâne d'os l'a même trouvé en premier lieu. Tout d'abord, la forêt est vraiment vaste, donc il n'est pas improbable que des créatures sortent soudainement de leur cachette comme ça. Cela l'alarme et le pousse à se concentrer davantage sur l'amélioration de sa statistique de perception, ce qui augmenterait ses capacités de détection. Les seuls moyens d'augmenter de telles statistiques dans le jeu sont d'utiliser des points de statistiques, bien sûr. Ces statistiques sont acquises grâce à l'expérience de chasse ou d'exploration. Une autre façon d'augmenter les statistiques est d'utiliser des équipements ou des armes qui renforcent l'utilisateur. Le seul problème? Sura est un jeu vraiment nul et sa difficulté est hors norme. Même pour obtenir des objets de statistiques simples, il faut affronter des monstres dangereux bien au-dessus de votre niveau. Cela signifie affronter des bêtes infernales juste pour une arme. Après avoir vaincu des monstres, des compétences peuvent également être débloquées. Les monstres de haut niveau les lâchent surtout selon certaines conditions, sauf que toutes les compétences ne conviennent pas à chaque joueur. Alors maintenant, Seongo se demande comment, une méthode infaillible pour acquérir des objets qui augmentent les statistiques. Il décide de revoir les images de l'histoire de fond qu'il a visitées dans le jeu. Ces histoires se déroulent avant que les astéroïdes ne tombent sur Terre. Cela signifie que visiter ces lieux pourrait vous procurer des objets spéciaux avant même que l'apocalypse n'arrive. Mais ce n'est qu'une théorie de jeu, vous comprenez? Seongo sait qu'il doit aussi combattre des monstres plus forts, d'ailleurs. Il passe les quelques heures suivantes à lire des informations passées et apprend l'existence de 3 lieux importants où se déroulaient les histoires de fond, le navire russe, le hobgoblin et un autre. L'incident de l'orque de la montagne Jiri, le plus rapide du groupe. Selon les images, l'orque a été découvert le 26, donc il doit partir le 25 pour le trouver tôt. Avec sa prochaine mission en vue, notre garçon attrape son téléphone et se rend compte que Mi-kyung l'appelle tard. Dans la scène suivante, les deux sont dans un café. Elle lui demande comment il va, se demandant pourquoi il a choisi de porter une chemise à manches longues en plein été. Le frère doit cacher ses blessures et réalise que cette femme est bien plus observatrice qu'elle n'en a l'air. Elle pense qu'il est dérangé par l'incident au magasin, mais Seongo nie quelque chose de ce genre. Elle est heureuse de l'entendre, exprimant à quel point elle avait peur. Seongo lui rappelle juste l'hiver dernier où ce type a causé des problèmes en utilisant une dépanneuse modifiée illégalement, puis il a commencé à se battre avec des gens faibles. En résumé, c'est un sale type. Mi-kyung est stupéfaite d'entendre cette nouvelle, n'ayant aucune information sur ce type auparavant, mais notre garçon la supplie de rester loin de lui. Seongo demande alors directement la raison pour laquelle elle l'a invité. La jeune fille est mignonne lui murmure à l'oreille qu'elle est en fait éveillée. Seongo n'a aucune idée de pourquoi elle a révélé une information aussi sensible. Jouant le jeu naturellement, il fait semblant d'être jaloux de ne pas avoir eu la même chance. Elle se sent mal de lui avoir menti, mais il la rassure en disant que ça va. En concluant leur rencontre, il se lève pour partir. Seongo est heureux de se voir confier cette information et admet qu'il se sent mieux grâce à ses paroles. Avant de partir, il laisse un petit indice en exprimant son intérêt pour le jeu Survival Life, ayant l'intention de l'étudier maintenant. En rentrant chez lui, Seongo admet qu'il se sent vraiment heureux de rencontrer des personnes comme elle avec un bon caractère. Il vérifie les magasins et finit par acheter des drones super cool et même une voiture de location pour se déplacer. Puis, il se dirige directement vers son lit pour récupérer pour le lendemain. Le lendemain est arrivé. Dès l'aube, il a commencé à fabriquer des matériaux pour chasser les orques. Dans sa base, il a écrasé et raffiné des pierres d'allumage. Elles devaient être manipulées avec précision, sinon elles s'enflammaient avec un coup incorrect. Ensuite, il s'est concentré sur la pierre lumineuse. Les extraire vous aveugle avec leur lumière, mais c'est bien, alors il continue de le faire. Après avoir broyé les deux, il crée de la poudre à partir d'elle. Cela complète son installation pour la mission. Ensuite, il verse du sucre, de l'essence et des solvants organiques. Le dernier ingrédient est un agent durcissant pour solidifier la pierre d'allumage. Grâce à son portail dimensionnel aux coordonnées flexibles, il pouvait facilement installer un bureau sans difficulté. Avant de partir, il emballe tous ses bagages dans sa voiture de location, satisfait de son achat. Avec les marchandises sécurisées, Seongo se dirige vers la montagne Jiri pour tuer les orques. Il arrive au parking du camping de Jungseon-ri avant minuit, passant le temps restant à s'entraîner mentalement et à garder son équipement en sécurité. Lorsque l'horloge sonne minuit, il commence sa recherche à grande échelle. 2 heures plus tard, la pluie s'est intensifiée et le brouillard créé par la pluie rend difficile la visibilité. Il se demande d'où sortent les orques de la Terre, car il a déjà jeté un coup d'œil autour du camping. Il pense que le phénomène précurseur ne se produit pas dans la vie réelle, mais soudain ses pensées sont interrompues par un rugissement fort. Paniqué, il regarde derrière lui, là où le bruit est venu. C'est une silhouette sombre et ombragée qui s'approche de lui. Notre garçon réalise que c'est un orque, et pas un orque ordinaire. C'est une sous-espèce d'orque rouge, ce qui signifie qu'une compétence est garantie. Kang Seongo essaie de se calmer tout en tirant un pétard. Si tout se passe comme prévu, il peut certainement le capturer. La méthode qu'il a trouvée pour gérer les orques est simple.
La première étape consiste à utiliser l'agressivité de l'orque pour attirer son aggro. Lorsque l'orque est distrait par l'éclat du pétard et commence à l'attaquer avec sa hache, c'est le moment de saisir l'opportunité. Vise l'orque et ouvre instantanément le portail. Puis saisis et ouvre instantanément une grenade éclair. En raison de la lumière intense, il faudra environ 20 secondes à l'orque pour retrouver sa vision. Cela crée une course contre la montre. Ensuite, détruisez les muscles de l'orque qui se sont relâchés en raison de l'effet de l'état pour réduire drastiquement ses mouvements. L'orque hurle de rage et utilise sa hache pour attaquer notre héros afin de l'écraser. Mais rapidement, notre gars se baisse lorsque la hache est sur le point de le frapper, esquivant l'attaque. Puis il prend son couteau et poignarde le pied de l'orque. Au moment où le pied de l'orque est poignardé, il hurle de douleur et tombe à genoux. Lorsque le niveau des yeux de l'orque et de notre protagoniste est le même, il enfonce la boîte de flammes déjà préparée dans sa bouche. Dès que la boîte entre dans la bouche de l'orque, elle explose. Bientôt, notre garçon commence à célébrer sa victoire. Soudain, le poing de l'orque lui assène un coup, l'envoyant voler en arrière. Il se relève, sachant qu'il n'aurait pas dû baisser sa garde si tôt. Il regarde l'orque s'avancer vers lui avec le haut du corps en feu, mais il ne semble pas qu'il survivra. Notre garçon est sûr qu'il est sur le point de rencontrer sa fin en étant haché par l'orque bientôt. À ce moment-là, son système lui notifie que son niveau est passé au niveau 3 et qu'il vient de gagner 10 points de plus, obtenant la compétence Volonté de survivre. Il se lève, se disant qu'il n'est pas capable de gérer ça, se demandant où est l'objet tombé tandis qu'une lumière brille sur son poignet. Il regarde son poignet et l'objet tombé qu'il obtient est une montre de perception. Il soupire de soulagement car cela aurait été tellement compliqué de trouver l'objet tombé sous la pluie. Il s'approche de l'orque mort, la tête bouillonnante, se demandant quoi en faire. Il pense que l'incident de l'orque de Jirisur était sous embargo. Il se demande alors si c'est la bonne chose à faire de réaliser l'information car la situation peut empirer. En pensant à ce que Mi-kyung lui a dit sur le fait que les éveillés sont les personnes qui ont joué à ce jeu au moins une fois, ce qui signifie simplement une chose. Il doit y avoir plusieurs milliers de personnes qui se sont éveillées. Même si une petite minorité d'entre eux sont des gars comme Oh In-hak, ils provoqueront l'effondrement du système et des lois pour un gain personnel et causeront le chaos. En ce moment, le plus gros problème est qu'il ne peut pas laisser l'orque mort seul, sinon il deviendra un rampeur d'os et commencera à nuire aux gens d'ici demain. Soudain, une pensée lui traverse l'esprit. Pourquoi n'a-t-il pas pensé qu'il pourrait devenir un zombie ? Même s'il est éveillé, il pourrait encore potentiellement devenir un zombie s'il était infecté par les spores. Il n'arrive pas à penser à la bonne chose à faire, incapable de prendre une décision. Il ouvre le portail tout en pensant aux quelques personnes qui auront survécu. Il est certain que la volonté mérite une fin ordonnée. Notre garçon commence à creuser un trou dans le sol pour pouvoir enterrer l'orque qu'il vient de tuer. Il s'épuise rapidement et se demande comment il va tirer l'orque à l'intérieur. Sa nouvelle compétence, volonté de survivre, s'active lorsqu'elle est déclenchée par l'épuisement pour accomplir la tâche immédiatement. Le héros commence bientôt à terminer son travail rapidement, n'ayant d'autre choix que de travailler aussi vite qu'il le pouvait. Puis il jette l'orque dans sa tombe tout en étant reconnaissant de la compétence. Après cela, il ouvre le portail et se retrouve dans une voiture en mouvement. L'effet secondaire prend du temps pour que son corps récupère avant qu'il puisse reprendre son activité normale. Le lendemain, il se réveille en se demandant si le temps qu'il voit est légitime. Selon le plan, il aurait déjà dû établir une ligne de défense. Il regarde son téléphone, se demandant si les restes de l'orque rouge ont tous disparu. Il prévoit de ne rien commencer aujourd'hui, ce n'est tout simplement pas le bon moment pour lui, et décide de jeter un œil aux objets qui ont été envoyés tôt le matin. Dans la boîte, il y a toutes les armes dont il a besoin, bien qu'il ne puisse les utiliser que comme une massue de guerre indienne. Pourtant, quelques objets du colis manquent. Il prend une note qui dit que certains des articles qu'il a commandés sont illégaux à posséder, et qu'ils n'ont pas pu passer la douane. Alors qu'il est occupé à regarder les armes qu'il a reçues, il entend une autre camionnette de livraison, et leur dit bruyamment de laisser les affaires à sa porte d'entrée. On frappe à la porte, ce qui le fait se demander pourquoi le livreur ne l'a pas écouté. Il essaie de le répéter, puis ouvre le portail. Ce n'était pas le livreur, c'était Mi-kyung. Elle se tient là, expliquant qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, et qu'elle voulait discuter de quelque chose avec lui. Elle tient un sac avec de la nourriture, et se demande s'il veut manger du raboki avec elle. Maintenant, il ne reste que 24 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Notre garçon n'arrive pas à croire que Mi-kyung a enfin visité sa maison. Il devient visiblement nerveux et ne peut s'empêcher de rougir. Après qu'elle ait servi la nourriture, elle lui dit de manger avant que le repas ne refroidisse, et il l'écoute. Ils ont bientôt fini de manger et il demande de quoi elle voulait parler. Elle va droit au but, car il a mentionné plus tôt qu'il s'intéressait à Sura, alors elle pourrait discuter de certaines informations importantes à ce sujet. Eh bien, ce n'est pas ce que notre garçon pensait qu'elle venait discuter. Il pensait peut-être qu'elle voulait sortir avec lui, mais il se convainc que parler des choses apocalyptiques avec elle serait la meilleure option en ce moment parce qu'il a besoin d'avoir une bonne compagnie autour de lui en ces temps difficiles. Elle commence rapidement à sortir les poubelles pendant que notre garçon se prépare pour d'autres choses. Il a sorti son ordinateur. Il lui a même révélé qu'il s'est réveillé parce que le découvrir autrement ne serait pas trop bien. Il commence par expliquer en détail la peste de mort métallique et que se déplacer avec un groupe de plus de 6 personnes rend le groupe une cible facile pour les zombies. Comprendre cela est important pour la survie, ce qui est en fait la compétence la plus importante parmi les autres. Le but du jeu est de survivre.
Alors qu'il s'apprête à expliquer davantage, elle l'arrête. Elle discute de ce qu'a dit Oh In-hak, Kimby Plover, recevant beaucoup de critiques. Alors pourquoi ne divulgue-t-il pas d'informations? Notre garçon n'a pas vraiment de réponse à sa question et lui demande de deviner. Elle suppose que tout le monde a une raison et que les circonstances le justifient. Puis notre garçon lui dit qu'il a refusé son offre de le rejoindre et elle se demande pourquoi il ferait cela. Il sort son téléphone pour lui montrer la raison. C'est un enregistrement d'eux parlant d'enlever une fille, considérant qu'elle se fait désirer. Entendre tout cela le met en colère. Il se tourne vers Mi-kyung, l'informant de ce qui est sur le point d'être révélé lorsque l'apocalypse arrivera, la véritable nature des gens. Notre héros la guide pour ne faire confiance à personne, mais elle le surprend en lui suggérant qu'ils devraient former un groupe ensemble. Notre gars serre le poing parce qu'il ne pouvait pas simplement lâcher une réponse. Un de ses objectifs est d'atteindre le niveau 10 et de débloquer la boutique avant le tutoriel, ce qui pose un problème. À Seola, il y a un système où le rang des monstres qui réapparaissent change selon le niveau. Si elle l'accompagnait, elle est vouée à mourir de la pire des morts. Il rit nerveusement, se demandant ce qu'elle ferait s'il devenait un zombie. Elle assure qu'elle ira bien et utilise son trait pour se téléporter à sa table à manger. Elle se vante de son trait appelé Blink. Elle n'a qu'à l'esquiver s'il la mord un jour. Il est surpris par son talent mais la prévient de ne pas le montrer à n'importe qui, mais elle dit qu'elle lui fait confiance. Joyeusement, elle suggère qu'ils deviendront une excellente équipe s'ils ne deviennent pas des zombies. Un peu plus tard, il se tient près des arbres en réfléchissant à la facilité avec laquelle il a fabriqué des clôtures. La première étape consistait à enfoncer des poteaux de soutien dans le sol pour les installer. Il a ensuite enroulé du fil barbelé autour d'eux et les a fixés. Après cela, il a installé des infrarouges à quelques endroits et son travail est terminé. Il regarde le travail qu'il a fait, se félicitant et étant sûr qu'il devrait au moins obtenir un point de dextérité pour cela. Seongo commence à revenir, terminant le travail de mortier et créant un mur de défense. Il décide de commencer à déplacer des colis. Il a fini de déplacer les boîtes après un moment. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire ensuite, il ressent soudain un frisson et éternue. Il se rend compte que l'autre monde sera froid et qu'il devra bientôt s'abriter ici, donc il doit penser à des contre-mesures. Notre héros regarde l'entrée de la grotte et décide d'y construire une porte, car juste un rideau ne suffira pas. À chaque pas, sa liste de choses à faire s'allonge. Plus tard, il s'arrête dans un atelier de menuiserie pour produire et acheter différentes choses. Sur le chemin du retour, il a vérifié les endroits qu'il va cambrioler pendant les 5 heures avant que la peste de mort métallique ne se propage. Alors qu'il fait la liste, il est arrêté par Hyung Jun-hyung, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il est directeur de gym et divorcé, et a une petite fille. Notre garçon lit ses expressions, et elles n'ont pas l'air très bonnes. Hyung ne s'en soucie pas beaucoup, mais commence à regarder son corps, qui semble retrouver la forme. Ensuite, notre garçon lui demande ce qui ne va pas, et il répond que c'est évident. Il est contrarié parce que le monde va se terminer. Le protagoniste est surpris qu'il soit au courant aussi, et Hyung se demande si notre protagoniste y croit. Au début, Hyung n'y croyait pas jusqu'à ce que son ami commence à l'éviter grâce au super pouvoir qu'il a reçu. Le protagoniste ment en disant qu'il ne s'est pas éveillé, et le gars de la salle de sport soupire tristement qu'il ne s'est pas éveillé non plus. Maintenant, son ami va à la station de diffusion pour gagner de l'argent. Le gars de la salle de sport désigne notre garçon pour qu'il s'assoie à côté de lui, et notre gars réalise que bientôt tout le monde découvrira l'existence des éveillés. Hyung change de sujet pour parler de quelque chose de bizarre qui s'est passé, la fusillade de Yuido. Seongo ne pouvait pas croire ce qu'il entendait car il n'avait pas regardé les nouvelles le matin. Il lui demande d'aller regarder les nouvelles, mais le post est supprimé instantanément. Les médias sont maintenant contrôlés. Hyung explique les nouvelles suivantes, comment ils essayaient de dissimuler l'information en disant que c'était un déserteur qui avait fait la fusillade. Maintenant, la zone de la fusillade a été fermée au public. Seule l'armée et la police peuvent la visiter. Soudain, notre garçon se lève, trouve une excuse pour partir et commence à s'enfuir. De retour à la maison, une fusillade a eu lieu juste après l'incident avec l'orque. Tout cela lui fait penser que le gouvernement est impliqué, car leur réaction l'a rendu évident. Il ouvre un fichier sur son ordinateur et clique sur une vidéo. Notre gars est surpris de voir beaucoup de gens connaître l'heure exacte du phénomène précurseur. Il s'est même débarrassé de l'orque, mais la fusillade a eu lieu en même temps. En réfléchissant trop, il se demande si quelqu'un a divulgué l'information au gouvernement dès le début et essaie d'initier une action en commençant par le premier phénomène précurseur. Et peut-être qu'ils ne sont pas sortis au front parce qu'ils n'ont pas de traits offensifs. Il n'est pas sûr de qui il s'agit, mais il y a certainement quelqu'un derrière le gouvernement. Seongo se demande qui pourrait être cette personne. Il a fait des recherches et il lui reste 3 joueurs vétérans. Après mûre réflexion, il s'est débarrassé du créateur. Puisqu'il transpose ce mouvement du jeu dans la réalité, les créateurs du jeu sont probablement des méchants. Si les méchants étaient soutenus par le gouvernement, ils ne le laisseraient jamais tuer l'orque. Il dessine 3 visages qui sont les plus grands suspects. Il se demande si c'est le survivant numéro 1, et si sa théorie est légitime, il n'a pas à partager cette information avec le gouvernement lui-même. Notre gars s'étire sur sa chaise, se demandant si le survivant numéro 1 est vraiment le gars qu'il connaissait. Ses amis vétérans lui manquent, et il décide de leur faire confiance pour l'instant. À part cela, partager des informations ne stopperait toujours pas la catastrophe à venir, donc il n'interviendra pas encore. 2 jours plus tard, sa porte est faite et son garde-manger est prêt. Le premier abri est terminé. Il décide d'installer 2 plateaux logistiques, puis de percer le mur, mais il y a beaucoup moins d'espace qu'il ne l'imaginait. L'étanchéité du sous-sol a été faite et il y travaille petit à petit. Il s'éloigne en pensant qu'il comprendra quand ce sera guéri dans la phase 2.
Il y a une tâche importante qu'il doit accomplir, faire des cartes avec son drone. Alors qu'il faisait cela avec son casque de réalité virtuelle et le drone en l'air, il a vu l'abri au milieu et a commencé à explorer les environs. Grâce au drone, il a pu découvrir les champs de neige au nord-ouest et un océan au sud. L'océan n'avait pas de monstres et beaucoup de proies, alors il décide de poser des pièges pour attraper des poissons. Il a examiné la vallée pour étudier l'écosystème autour de l'abri. Soudain, il voit l'endroit où il a enterré l'ours hibou, mais le cadavre a disparu. Il se demande si la grosse boule de poil l'a mangé. Il ne porte pas de jugement car il y a beaucoup de traces de pas à proximité, la plupart étant des traces d'orques, ce qui rend la situation encore plus suspecte. Il mesure la distance entre la vallée et l'abri, qui est d'environ 1,5 km, rendant l'abri plus dangereux qu'il ne le pensait. Sachant que les gobelins sont à proximité, il décide de ramener le drone à l'abri car il ne peut pas se permettre de le perdre. Il est capable de dessiner une bonne carte et sait quel type d'animaux se trouvent dans la forêt. La prochaine chose qu'il doit faire est de vérifier toutes ces zones par lui-même. En commençant par le marais le plus proche, il veut voir si l'agriculture est possible. Soudain, l'infrarouge s'éteint et il sort en sachant que c'était des gobelins autour avec leurs empreintes sur le sol. Notre garçon y pensait déjà, donc cela crée une opportunité parfaite pour lui. Il se demande si c'est à cause de son statut de perception qui a récemment augmenté. Même le plus petit son était super clair pour lui. Après un moment, il a pu repérer quelques gobelins sans se montrer. Cela a créé l'angle d'embuscade parfait pour lui et il sort sa lance et sa flèche et lance une attaque vers la tête du gobelin. Le gobelin tombe mort et notre garçon est soutenu par les autres gobelins qui commencent à courir vers lui pour l'attaquer. Mais il s'en débarrasse rapidement comme s'ils étaient faciles à tuer. Il en tue 4 puis va attaquer les 4 restants. Notre garçon se fait entourer par eux, mais il sort quelque chose de sa poche qui fait instantanément tomber les gobelins à genoux. Alors qu'ils sont à genoux, notre protagoniste prend son couteau et leur tranche la tête. Il a profité de l'épuisement des gobelins pour gagner cette bataille, même lui n'en revient pas que cela ait fonctionné. Maintenant, il reste 21 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. En creusant le sol, notre garçon se sent fatigué et soudain son trait se déclenche et son corps est à nouveau plein d'efficacité. Il réalise que sa compétence n'est finalement pas complètement inutile. Après avoir enterré les cadavres des gobelins, il se tourne vers le butin qu'il a collecté. Il ramasse d'abord le fruit de guaca qui aide énormément et restaure la force. Il y a une tonne d'huile végétale dans le butin, ce qui lui fait penser qu'il y a peut-être une récolte à proximité. Il regarde dans la poche du chef gobelin et est surpris de trouver un crapaud vivant à l'intérieur. Ce crapaud est de couleur bleue, ce qui le fait se demander pourquoi il transporterait un crapaud vivant au lieu d'un mort. Soudain, le crapaud commence à sentir, et notre garçon réalise bientôt que c'était un poison paralysant utilisé par les gobelins. Instantanément, notre garçon décide qu'il doit élever ce crapaud quoi qu'il arrive. Non seulement il trouve le crapaud super mignon, mais en pouvant extraire le poison, il pourra créer une résistance au poison en l'injectant dans son corps. Avec le poison paralysant, la chasse deviendra plus facile aussi. Ensuite, notre garçon décide d'un nom pour le crapaud, Jodok, avec l'intention de nourrir Jodok beaucoup. Son système commence à l'informer que le crapaud est maintenant sa propriété. Il se demande si c'est comme un mécanisme caché ajouté dans la réalité. Il commence à trop réfléchir et à suranalyser la situation. Après cela, notre garçon commence à explorer et ouvre la porte dimensionnelle. Avec cette porte, il fait des allers-retours et finit par compléter sa réorganisation. Après cela, il commence immédiatement à chercher les environs et trouve ensuite une source qu'il a accidentellement manquée dans le drone. Il regarde l'eau et réalise que c'est de l'eau ordinaire et qu'il n'y a rien de trop dangereux à son sujet. Il est surpris de trouver une cachette près de son abri et juste derrière la source, il trouve un arbre à guaca et des bourgeons d'huile végétale. Notre garçon a cueilli les fruits de guaca et récolté une quantité appropriée de bourgeons d'huile végétale. Après cela, il a laissé des marques sur les arbres partout où il est allé pour ne pas oublier le chemin vers cet endroit et a commencé à rentrer. Dans son appartement, il nourrit son nouvel animal de compagnie, Jodok. Il élève son animal de compagnie dans l'appartement du 2e étage pour le moment. Il ne pouvait pas laisser Jodok dans la cachette car il mourrait. En plus de s'occuper de son animal, il y avait d'autres choses à faire. La tâche la plus longue a été de fabriquer la pommade et il en a accidentellement fait trop. Il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas le donner à Mi-kyung parce qu'elle est aussi une éveillée, alors il décide de le donner à Hyung. Chez Hyung, il boit la boisson protéinée, et notre garçon lui a donné la pommade, ce qui le fait se demander ce que c'est. Notre gars explique qu'il en a acheté trop et que c'est censé être bon pour les blessures. Young demande en plaisantant s'il se lance dans le marketing et notre héros nie. Pourtant, Young lui est reconnaissant pour la pommade et pour lui avoir envoyé des informations sur Sura. Mais notre garçon le remercie de lui avoir parlé de l'incident de tir. Ensuite, Sung-ho remarque que la salle de sport est beaucoup trop calme, ce à quoi son ami explique que tout le monde est parti faire des plans après que le gars de la diffusion a diffusé les informations qu'il connaissait. Alors maintenant, il décide de faire une base ici. Notre héros l'avertit que trop de monde est un signe de danger, mais Young ne veut tout simplement pas abandonner ses membres. Il leur est trop loyal. Puis Young se demande ce que Sung-ho prévoit de faire et il élude la question. Soudain, ils entendent un cri et Sung-ho le trouve familier. Il regarde en bas du bâtiment et voit Mi-kyung par terre.
Tous les deux se précipitent vers elle, se demandant ce qui s'est passé. Elle explique qu'elle a été attaquée, mais qu'elle n'a pas pu voir qui l'a attaquée. Young va immédiatement vérifier à l'extérieur du bâtiment et dans toute la zone, malgré notre garçon qui essaie de l'empêcher de sortir pour le moment. Pendant ce temps, notre garçon reste avec Mi-kyung et elle précise que tout est devenu sombre devant ses yeux et qu'elle n'a pas pu comprendre ce qui s'est passé. En entendant cela, un frisson parcourt l'échine de notre héros, réalisant ce qui se passe, et il la presse d'utiliser instantanément son pouvoir, Blink, chaque fois que cela se produit parce qu'ils ont commencé à bouger. Il lui assure également qu'il lui enverra bientôt un kit d'autodéfense et lui recommande d'être vraiment prudente à partir de maintenant. Il ne reste que 20 jours avant que l'apocalypse n'approche. Il y a un mème célèbre du passé. Si 5 personnes se rassemblent, l'une d'elles est forcément inutile. Les trolls existent partout dans le monde, surtout à Sura. À Sura, il existe des correctifs pour les interférences. Les développeurs répondent au signalement, mais ne capturent pas les trolls. Dans Sura, les trollers rejoignent une équipe, agissant comme des joueurs normaux, mais ensuite, ils attirent le groupe dans une zone remplie de monstres, entraînant l'élimination de toute l'équipe. Ils approchent les débutants avec gentillesse, seulement pour les tuer plus tard et voler leurs affaires. Les trollers ont fait toutes sortes de choses pour faire s'affronter les groupes. Ils ont fait chuter le jeu, qui n'était déjà pas célèbre, en seulement un an. Certains utilisateurs sont tombés à 4 parce que l'équipe de Seung-ho s'est occupée des trollers restants. Notre garçon se demande pourquoi il explique tout cela, puis résume tout ce qu'il a découvert jusqu'à présent. Les communautés des veilleurs se sont regroupées après la fusillade de Yoedo. Elles ne se contentent pas de donner des informations, mais complotent aussi des stratagèmes. Il s'interrompt en milieu de phrase en découvrant que des gens vendent aussi ses vidéos. Alors que notre protagoniste explore davantage le site, il apprend que son coéquipier, Doa Josem, était un troller. Il est stupéfait de voir la miniature de la vidéo de Doa Josem, indiquant qu'il a été porté par Kimbap Jao. Maintenant, Seung-ho se demande si ce troller essaie d'attirer des gens avec une vidéo modifiée. Étonnamment, il applaudit Doa Josem car Doa Josem est félicité pour sa réflexion. Il s'étire en décidant de s'entraîner davantage pour affronter ce genre de personnes. Pendant les 13 jours suivants, chaque fois qu'il avait du temps, notre héros apprenait constamment l'utilisation des armes et des techniques pouvant être utilisées en combat réel grâce à une chaîne de survie sur MeTube en ligne. D'autre part, pendant cette période, il a vu des monstres attaquer, y compris des repères. De plus, il y a un certain nombre de stratégies et d'armes qui ne prenaient pas en compte la maladie du fel. Par conséquent, après s'être entraîné pendant ces 13 jours, Seung-ho attend avec impatience de choisir une arme principale. Une arme qui peut être utilisée si la maladie du fil survient et qui est également bonne pour le combat antipersonnel et l'élimination des monstres. Il regarde dans son sac à outils et trouve une massue de guerre indienne, un lance-pierre en bois, des perles d'ocre en argile et une hache en pierre faite à la main. Cependant, aucune ne correspond à ces conditions. Alors, au début, notre protagoniste décide d'essayer la fronde. Elle a une grande utilité de plusieurs façons. Cependant, les perles d'ocre sont ambiguës car leur puissance est faible. Ensuite, il décide d'utiliser la massue indienne. Il réfléchit qu'une fois la maladie du fil considérée comme acquise, il n'y avait plus de soucis à se faire. La façon la plus simple d'éliminer un zombie est de détruire les spores vivant à l'intérieur du crâne avec une arme contondante. Il se souvient que la première arme qu'il décide d'acheter après avoir atteint le niveau 10 est un objet de type arme contondante, une massue en bois d'ébène. Et c'est pourquoi il était essentiel pour lui d'augmenter sa compétence. Mais maintenant, notre garçon se demande si le gourdin de guerre indien est efficace contre les gens aussi. Il pense que c'est ambigu parce qu'il lui sera difficile de gérer un éveillé psychique avec cela. Il sait que dans la vie de survie, tuer un humain donne 50 points. Le système de meurtrier, qui exigeait des combats à mort avec les joueurs à proximité, si enregistré comme meurtrier, empêchait l'abus de tuer des joueurs. Bien qu'il y aura un grand nombre de personnes qui élimineront des utilisateurs pour obtenir plus de points, même en subissant des pénalités. Pendant ce temps, il détruit complètement le mannequin avec sa massue indienne. Il décide d'éviter ce genre de joueur jusqu'à ce qu'il termine de récolter des objets et des compétences. Après un entraînement intensif, notre héros essuie sa sueur de son emplacement tout en planifiant de démanteler complètement le magasin. Mais il s'arrête au milieu de sa phrase en entendant un hurlement de loup venant de près. Il est choqué, se demandant si l'un d'eux s'est blessé près de la cachette. Plus tard, Seung-ho trouve le loup, qui est plus grand que la taille normale. Notre garçon peut même monter dessus. Le système révèle son nom, loup gris. Mais en l'observant de près, il remarque qu'il ne respire pas. Il se demande si c'est un loup errant ou un qui est venu près de sa cachette après avoir été attaqué. Pour en savoir plus, notre protagoniste commence à examiner ses blessures. Cependant, sorti de nulle part, un jeune petit loup le frappe dans le dos. Seung-ho apprend que le loup mort est en fait la mère de ce petit loup, qui se tient entre lui et sa mère pour la protéger. Il est confus car il ne peut pas utiliser la force pour séparer ce petit loup de sa mère. Il attrape une pelle alors que notre héros décide d'enterrer rapidement le loup mort. Rapidement, alors qu'il commence à creuser un trou, il se demande si ce loup était un monstre. Alors il se transformera en un rampeur d'os, et sinon, il attirera plus de monstres. Après un certain temps, le trou est complètement creusé, tandis que le jeune loup dort à côté de sa mère, rappelant à notre garçon son jeune moi et Mongchi, le chien qu'il a élevé dans son enfance. Ensuite, il attrape le petit loup, expliquant que sa mère dormira ici. Il ajoute qu'il pourra rendre visite à sa maman quand il le voudra, car il prévoit de faire un trou pour chien dans la porte de la cachette.
Ensuite, Seong-go donne un morceau de viande au loup, promettant de s'assurer qu'il ne mourra jamais de faim jusqu'à ce qu'il grandisse. Il demande son aide en retour grâce à son incroyable sens de l'odorat. Lorsqu'il demande si cela lui convient, le petit loup répond joyeusement en émettant un doux son, puis notre protagoniste lui donne un nom, Dingo, en lui tapotant la tête. La fenêtre du système s'affiche, indiquant qu'il a réussi à communiquer avec le loup gris et que ce loup gris, Dingo, sera considéré comme sa propriété. Avec cela, il reste 19 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Seong-go est occupé à entraîner Dingo. Il lui demande de répéter les actions qu'il vient d'enseigner. Quand notre garçon demande une patte, Dingo la pose sur la main de son maître. Puis le loup court comme demandé, s'assoit, se couche et reste tranquille, suivant chaque commande que notre héros donne. Enfin, il lance un gros morceau d'os en l'air et Dingo le rattrape avec succès d'un bond. Notre protagoniste se sent satisfait en constatant à quelle vitesse il apprend, probablement parce qu'il vient d'un autre monde. Il réfléchit à ses excellentes compétences de pistage olfactif et considère Dingo comme un porte-bonheur et une bénédiction. Il prend soin de son adorable compagnon avec un baiser et commence à dire quelque chose, mais son téléphone sonne. En décrochant, Seong-go voit un message de Young qui suggère de chercher la lévitation sur le web. Plus tard, notre héros trouve un article sur une personne qualifiée de premier super-humain, quelqu'un qui affirme que des zombies et des monstres apparaîtront bientôt et apporteront un désastre. Cet article a atteint le rang 1. Dans les commentaires, les gens sont sceptiques, croyant que la chaîne de diffusion a fait cela uniquement pour l'audience. Ils remarquent qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent rien des airs, mais les éveillés sont clairement alarmés dans la section des commentaires. Ils trouvent amusant que certains s'énervent quand peu d'informations sont partagées et que d'autres se fâchent quand ce qu'ils savent devient largement connu. Ensuite, notre protagoniste se demande comment le gouvernement réagira. Il est conscient que des gens organisent des rassemblements sur le choc et les super-pouvoirs, mais il se ressaisit, décidant de ne pas s'impliquer dans de telles affaires, bien qu'il laisse entendre que le gouvernement finira par agir une fois que le deuxième présage, l'événement Hobgoblin, se produira. Seong-go décide de ne pas perdre un instant. Il dit à Dingo qu'à partir d'aujourd'hui, ils commenceront l'exploration. Au fond de lui, notre garçon sait qu'une préparation minutieuse est la seule solution, et Dingo semble enthousiaste à cette idée. Plus tard, ils entrent dans le monde du portail, et Seong-go réfléchit à pourquoi il a choisi l'exploration interdimensionnelle avec Dingo. Il laisse Dingo renifler une petite pochette et lui ordonne de la retrouver. La première raison de ce type d'exploration est de se préparer pour l'événement Hobgoblin à venir, car il a besoin que Dingo imprime correctement l'odeur des gobelins. Pendant ce temps, Dingo aboie, ayant trouvé la chair dans les buissons, et notre héros se sent fier qu'il l'ait retrouvée à partir d'une simple odeur persistante. La deuxième raison est de tester si Dingo peut rester calme en combat réel et suivre les ordres. Alors, il fait un signe, et le loup se précipite immédiatement en avant. Avec une grande précision, Dingo chasse un lapin sur l'herbe, et notre protagoniste le félicite. La troisième raison de l'exploration est de confirmer si la chasse est possible dans l'autre monde. Seong-go s'approche de Dingo pour inspecter sa proie, observant le lapin mort et notant ses griffes puissantes et sa grande taille. Ensuite, notre garçon et son petit loup continuent d'explorer. En avançant, il se demande à quoi ressemblerait la cognition de Dingo en tant que statistique. Il décide de se diriger vers la vallée pour le vérifier lui-même. Puis une fenêtre du système apparaît, l'informant que la santé de Dingo a augmenté d'un. Se souvenant que sa propre statistique de santé en tant que Kimbafo était de 170, notre héros est impressionné par la rapidité avec laquelle Dingo grandit. Soudain, Dingo commence à tousser et notre protagoniste se précipite pour offrir de l'eau. Il rappelle à son partenaire de ne pas aller seul dans les bois. Dingo boit tandis que notre garçon aperçoit un grand poivron vert à proximité et se demande s'il l'a mangé. Le système révèle qu'il s'appelle poivron taureau. Seong-go était ravi de le trouver dans les bois et félicite Dingo, promettant beaucoup de friandises plus tard. Ils creusent pour récolter le poivron taureau. Ensuite, ils partent pour leur chasse finale. Tous deux s'assoient sur des rochers au bord d'un ruisseau. Cette fois, Dingo ne détecte aucune odeur ou présence inhabituelle. Au fond, notre garçon réfléchit que les truites rouges ne sont pas des monstres et ne donnent ni points ni objets. Cependant, il pense qu'il est essentiel pour le jeune Dingo d'acquérir de l'expérience, ce qui est précieux. Après avoir chassé la truite rouge, notre protagoniste décide de terminer les préparatifs de la phase 2, puis de rentrer chez lui. Le lendemain, son restaurant entier est démoli. Le responsable de l'entreprise de démolition dit à notre héros de les contacter dans les 3 jours s'il y a des problèmes de réparation. Il remercie sincèrement le responsable d'avoir travaillé si tôt le matin. Prenant une profonde inspiration, il se sent un peu triste de voir l'endroit détruit, mais sait que c'était nécessaire. En entrant, Seong-go suppose qu'après l'apocalypse, ceux qui ne se transforment pas en zombies pilleront probablement les magasins. Il admet qu'il ferait la même chose, donc il n'a pas le droit de se plaindre. Alors qu'il commence à nettoyer, Young apparaît derrière lui en observant la pièce vide. Young mentionne qu'il n'a également laissé que le strict minimum d'équipement. Quand notre garçon se demande à haute voix pourquoi Young est là, Young claque des doigts contre le front de Seong-go, en colère. Que notre héros est parti la veille sans un mot. Maintenant, dit Young. Il est venu juste pour vérifier si Seong-go est même en vie. Pendant ce temps, Dingo regarde Young avec des yeux froids. Young se demande à haute voix si Seong-go a toujours eu un chien, mais il explique que celui-ci est parti depuis longtemps. Il ajoute que c'est son nouvel animal de compagnie, et Young trouve le loup adorable. Ensuite, Seong-go demande à nouveau pourquoi il est là, et Hyung répète qu'il est venu seulement pour prendre de ses nouvelles. Notre héros n'y croit pas, alors Hyung partage une autre raison de sa visite. Il admet qu'il était inquiet, mais révèle aussi qu'il a trouvé les personnes derrière l'attaque contre Mi-kyung. Avec cela, il ne reste que 17 jours
jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Assis avec Hyung, Seongo apprend que la fête organisée par Kim Cheol-jon, l'homme connu pour toujours porter un chapeau, vise en réalité Mi-kyung. Young mentionne également que la dépanneuse, que notre garçon n'aime pas, est impliquée dans leur groupe aussi. Il pointe vers les montagnes devant eux et demande si la zone près de la base de la montagne est là où le réaménagement s'est arrêté, ajoutant que leur cachette est située là. Cependant, notre protagoniste est curieux de savoir comment Young a pu découvrir tout cela, et Young explique que les indices se sont simplement alignés. Il déclare que Han Jin-seong, celui qui peut l'éviter, était récemment apparu dans une émission de variété, et Hyung lui avait directement posé la question. Han Jin a révélé qu'il avait rencontré le groupe de Cheol-jun auparavant, mais que leurs membres étaient tous désagréables. Donc, Han Jin a refusé de rester avec eux en raison de personnalités conflictuelles. Après ce qui est arrivé à Mi-kyung, toutes les membres féminines ont commencé à quitter le groupe. Lorsqu'on les a interrogées sur leur départ, ces femmes ont seulement dit qu'elles avaient reçu des offres d'autres groupes d'éveillés. Kyung demande l'avis de Seong-jo, et notre héros répond que, contrairement à Mi-kyung, les autres membres féminins ont dû être trompés pour rejoindre. Young révèle alors soudainement que leur groupe est maintenant réduit à 4 membres, y compris lui-même. Cette révélation stupéfie notre garçon qui se souvient qu'il y avait 20 membres il y a seulement quelques jours. Young n'élabore pas, mais il sait que maintenant leur groupe n'a que 2 éveillés. Seongo a du mal à comprendre cela, se rappelant qu'ils avaient rendu des services à ces membres qui ont quand même décidé de partir. Pourtant, Young reste calme, disant à notre protagoniste que c'est simplement ainsi que les choses sont. Ces personnes ne faisaient que s'occuper d'elles-mêmes. Plus que cela, Hyung dit qu'il s'inquiète pour la petite Ji-eun, se demandant s'il doit ou non contacter son ex-femme. Notre garçon garde un visage impassible, sachant que leurs situations ne sont pas les mêmes, et il veut savoir si sa propre réflexion est correcte. Il veut demander à Hyung quelque chose qui le préoccupe. Notre protagoniste se demande si l'apocalypse arrive vraiment, et que les gens commencent à menacer Hyung. Que ferait-il ? Avant qu'il ne puisse finir, Hyung l'interrompt, insistant sur le fait qu'il n'hésiterait pas à les tuer. Hyung dit qu'il a un principe contre le fait de blesser les autres, mais dans un désastre sans loi, il n'y aurait pas d'autre choix. Il croit que dans de tels moments, il n'y a pas de place pour que le mal survive. Puis Hyung demande curieusement pourquoi Seongo poserait une telle question, notant que cela ne lui ressemble pas. Notre garçon ne fournit pas de réponse réelle, et à ce moment-là, quelqu'un crie à l'aide. Le son vient du téléphone portable de notre héros. Hyung se demande si c'est le son d'un enfant perdu, mais Seongo vérifie la carte et demande à Hyung de s'occuper de Dingo pendant un moment. Ailleurs, Mi-kyung est entouré de méchants, et semble avoir envoyé un signal de détresse. La dépanneuse exécutrice On In-hak demande moqueusement à Mi-kyung pourquoi elle fait tout un cinéma, exigeant qu'elle descende. En réponse, Mi-kyung se tient au bord d'un toit, criant qu'elle a déjà refusé mais qu'ils ont continué à la poursuivre. Elle exige de savoir pourquoi ils font cela. On-in la presse de reconsidérer, mais Kim Cheol et Ma Jong-en avancent, insistant pour gérer les choses à leur manière, et soulignant que, puisqu'ils sont dans une zone de réaménagement, personne ne viendra au secours de Mi-kyung. Kim Cheol lui dit de ne pas gaspiller son énergie et lui rappelle qu'ils ont tous des traits, puis commence un compte à rebours. Pendant ce temps, notre garçon prépare ses armes, caché dans une ruelle. Au compte de 2, il projette Kim Cheol, et à 3, Kim Cheol est frappé. Tous les membres du groupe sont confus, essayant de comprendre qui les attaque. Soudain, notre protagoniste apparaît avec un casque et s'avance pour frapper On-in, hésitant à révéler son identité. Utilisant la massue de guerre indienne, Seongo frappe On-in fort, puis s'en prend immédiatement à un autre membre. Cette personne émet une énergie noire, ce qui fait soupçonner à notre héros qu'il a un trait bloquant la vision, mais Seongo parvient à le frapper quand même. Maintenant, notre héros respire lourdement, et quand il voit Mi-kyung, elle l'avertit de faire attention. Il se retourne et voit Kim Cheol venir vers lui avec une batte qui frappe et endommage son casque. Seongo est choqué par la force destructrice de l'attaque. Au même moment, Kim Cheol réalise qui il est, mais notre garçon est plongé dans ses pensées, reconnaissant que le trait offensif de Kim Cheol est extrêmement puissant même à ses débuts. Kim Cheol jure de paralyser notre protagoniste, et les membres de son groupe se lèvent pour le soutenir, déterminés à déployer toute leur force malgré le fait qu'il ne soit pas éveillé. On-in charge notre héros avec de l'électricité en se moquant de lui à mesure qu'il s'approche. Seongo ne sait pas quoi faire alors que son adversaire montre toutes ses compétences et il se demande s'il doit utiliser la porte dimensionnelle. Juste au moment où On-in est sur le point de frapper, Dingo apparaît et mord le bras d'On-in. Hyung sort d'une ruelle en demandant si c'est vraiment approprié en plein jour et suggère au groupe de partir s'ils ne veulent pas d'ennui, déclarant qu'il appelle le 112. Tous les membres du groupe décident de battre en retraite pour l'instant. Hyung commande qu'ils ont l'air faibles, mais agissent toujours avec arrogance. Ensuite, Mi-kyung descend et attrape immédiatement la tête de notre héros pour vérifier s'il va bien. Elle remarque que son casque est fissuré et Hyung propose à notre garçon de le porter sur son dos. En les voyant tous les deux inquiets, les pensées de Seongo se tournent vers ses anciens camarades du jeu. Quand Mi-kyung suggère une visite à l'hôpital, notre protagoniste se détourne et insiste sur le fait qu'il va bien. Il demande ensuite à Hyung s'ils peuvent intégrer Mi-kyung dans leur groupe. Hyung dit que ce n'est pas un problème tant que Mi-kyung n'a pas d'objection et elle accepte avec joie. Le héros part en disant qu'il a des choses à faire, tandis que Hyung et Mi-kyung se demandent pourquoi il agit si étrangement. Après être rentré chez lui, notre héros se concentre sur le contrôle de ses émotions et la planification de la deuxième étape de ses préparatifs.
Son départ précipité était inévitable, et voir Young et Mi-kyung ensemble lui donnait l'impression qu'il pouvait leur confier le secret de ses capacités. Mais la décision était déjà prise. Pour tirer le meilleur parti de la porte dimensionnelle, notre garçon doit monter en niveau rapidement et se concentrer sur l'acquisition de compétences et la récolte. La phrase « écrase-les avec la puissance des objets » résonne plus fortement après avoir combattu le gang de la montagne. Il se rend compte que s'il se prépare pour l'apocalypse comme prévu, il y aura un écart de 3 niveaux ou plus, ce qui rendra les monstres qui réapparaissent près de lui plus forts et compliquera la collaboration avec ses deux compagnons. Il continue de travailler jusqu'à ce qu'il termine l'installation d'un poêle à bois dans sa cachette, sachant que cela l'aidera, eux, à bien dormir la nuit. Dingo apprécie aussi le poêle, dormant paisiblement à côté. Maintenant, notre protagoniste a encore quelques éléments à installer à leur arrivée, et son installation initiale du refuge sera presque terminée. Déterminé, il décide de faire une nuit blanche. Avec cela, il reste 16 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Un présentateur de nouvelles informe les téléspectateurs sur l'astéroïde observé plus tôt. Selon le rapport, la HSA a annoncé que Yunjanbi a atteint le milieu du système solaire. La HSA surveille de près sa trajectoire, mais le météorite a été divisé par la gravité de Jupiter. En réponse, le chef du département d'observation des météorites, Thomas Chandler, informe le public que les deux fragments, Yunjanbi alpha et bêta, n'ont aucune chance de s'approcher de la Terre. Cependant, Seongo se souvient que le jour D5, juste 5 jours avant l'apocalypse, Yunjanbi bêta a été le premier à tomber. Il a atterri près d'un navire russe dans l'océan et le tsunami qui en a résulté a balayé le navire jusqu'au port de Gamchin. C'est ainsi que les zombies sont apparus pour la première fois en Corée. Le présentateur continue de rapporter sur l'incident de fusillade à Uido. Le président Jang Won-taek n'a pas quitté sa résidence depuis une semaine, ce qui a poussé les dirigeants des partis d'opposition à publier une déclaration conjointe déclarant leur accord pour tenir une audience. Certaines personnes disent maintenant que cela est lié aux rumeurs sur les éveillés et la catastrophe est imminente. En écoutant cela, notre garçon admet que c'est vraiment la fin du monde. Il pense que c'est une bonne chose que les médias s'intéressent enfin à ces questions et conclut qu'il sera plus difficile pour les éveillés de commettre des crimes maintenant. Ensuite, il décide de vérifier la réaction de la communauté sur son ordinateur portable. Alors que notre protagoniste fait défiler la section des commentaires, il voit que les gens ont partagé des opinions fortes sur la situation. Par coïncidence, il repère un commentaire de My Dream et se demande si cette personne a été active tout ce temps. My Dream était un joueur connu pour être amical avec les débutants, et le groupe de Seongo avait joué avec lui quelques fois. L'ambition de My Dream était de construire un bunker, et si notre héros n'avait pas eu de portail, il aurait pu être tenté de se joindre. Il décide de ne signer aucun contrat à moins que ses amis vétérans rejoignent My Dream, mais il met en favori le commentaire de My Dream pour référence ultérieure. Après avoir fermé son ordinateur portable, notre protagoniste se réjouit de construire son deuxième abri. Le lendemain, Seongo se tient devant sa cachette et réalise qu'il est possible de faire 2 nuits blanches d'affilée. Il se sent épuisé, mais voir son extérieur terminé lui donne de l'énergie. Il est temps de comprendre comment utiliser l'électricité générée par les panneaux solaires. En termes simples, il y a plusieurs étapes de câblage pour rendre l'électricité compatible avec ses appareils électroniques. Heureusement, quand notre garçon met son téléphone en charge, ça fonctionne. Il lève les bras de joie, annonçant qu'il a maintenant posé les bases pour survivre dans ce monde. Pour la première fois depuis un moment, il ressent une montée de dopamine. Hier, il a aussi collecté des pierres lumineuses et d'allumage. Et après avoir creusé davantage, il a trouvé un minéral plus dur et plus tranchant que l'obsidienne appelé émerus. Bien que ce soit actuellement inutile, il le considère toujours mieux que rien. Il décide d'installer des lumières LED plus tard, mais avant de dormir, il doit organiser les provisions alimentaires dans le sous-sol. Soudain, un bruit fort de Dingo attire son attention. Se précipitant dehors, Seongo trouve Dingo face à des loups à crinière, un type de monstre qu'il reconnaît de Sura. Il se demande pourquoi ces créatures, qui vivent habituellement en haute altitude, sont ici. En observant la colère de Dingo, notre héros soupçonne qu'il s'agit peut-être des loups qui ont tué la mère de Dingo. Il essaie de calmer Dingo, mais au fond de lui, il sait qu'il ne peut pas vaincre tous les loups à ce moment. S'il se déplace pour chercher une meilleure arme, il risque d'exposer son dos et d'être attaqué, ce qui pourrait être fatal. Par conséquent, notre protagoniste décide de se concentrer sur le fait de faire partir le loup alpha, sachant que les autres suivront probablement. Il observe le comportement super prudent des loups et remarque qu'ils ne bougent que lorsque l'alpha agit en premier. Ensuite, il se demande s'ils peuvent coordonner une attaque. Il note également que ces loups sont extrêmement sensibles aux odeurs. Heureusement, Seongo a du spray au poivre avec lui. S'il peut en vaporiser sur l'alpha, il pourra l'éloigner de l'abri. La sueur coule sur son visage alors qu'il envisage le risque d'être attaqué avant de pouvoir agir. Il se demande s'il y a un moyen de le distraire et de frapper avec le spray. Soudain, une idée lui vient à l'esprit et il croit que c'est logiquement possible. Déterminé à défendre la cachette qu'il a construite de ses propres mains, notre garçon se prépare. Il lance instantanément un couteau sur l'alpha, mais celui-ci esquive. L'alpha bondit alors sur notre héros, et quand il s'approche, Seongo ouvre le portail et, saisissant l'occasion, pulvérise l'animal. L'alpha perd sa contenance, et notre protagoniste enfonce son couteau dans son œil. Avec cela, la meute de loups se retire. Notre héros s'assoit, ayant échappé de justesse à la mort. Dingo vient s'occuper de lui, et Seongo tapote la tête de Dingo en signe
signe de reconnaissance. Il promet à Dingo qu'il vengera sa mère à l'avenir. Avec cela, il ne reste que 15 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Ayant terminé d'organiser le sous-sol, Seongo est allé au magasin de bricolage et à la pharmacie dans le but de terminer les fournitures de défense minimale. Frérot n'a pas dormi depuis 68 heures maintenant, et affronter les loups l'a encore plus fatigué. Pourtant, Seongo pense qu'il a peut-être eu de la chance lors de cette rencontre précédente. Si ces loups avaient été des loups-garous à la place, ce type aurait été agressé directement. Il pense même qu'il a peut-être été négligent, ne se préoccupant que des monstres proches de lui sans considérer les différentes variables qui pourraient survenir aléatoirement. Acculé, Seongo envisage l'idée d'étendre le terrain et de construire un abri adéquat. Ses relevés avec le drone l'orientent dans la même direction. Yoongjun accueille notre garçon de loin tandis que Seongo est encore perdu dans ses pensées, croyant qu'il pourrait sécuriser plus d'espace pour l'agriculture et le stockage de fournitures avec ses nouveaux plans. Une fois qu'il aura terminé d'établir une deuxième ligne de défense, il visera des balises Bluetooth pour une portée de signal accrue. Son ami continue d'appeler son nom et ramène Seongo à la réalité en lui demandant ce qu'il fait ici. Gardant les choses simples, Seongo répond qu'il est là pour acheter un tas de trucs. Jimbro pense qu'il est venu acheter des armes, ce qui est une supposition étrange car ils se tiennent devant un magasin de bricolage. Yoongjun révèle que ce n'est pas lui qui est intéressé, mais plutôt cette superbe méchante qui l'est. Elle est l'une des membres de leur équipe. Après avoir acheté ses affaires, Seongo apprend que son pote ici a rencontré cette fille et qu'il essaie de l'empêcher d'acheter des armes au magasin, mais cette fille est assez têtue dans sa décision. Seongo pense qu'il vaut mieux lui donner le résumé qu'il a préparé, mais même après l'avoir montré, cette fille n'y croit toujours pas du tout. Elle le fixe avec un regard glacé, ce qui le fait paniquer au point qu'il l'interpelle. Soudain, la fille parle, se rappelant que ce type est en fait le propriétaire du restaurant de Taeokboki, ce que notre garçon confirme. Elle est vraiment stupéfaite par son apparence et son changement de personnalité. Seongo suppose qu'elle pense qu'il est impoli et s'excuse, mais elle prend son portefeuille et lui tend une carte à la place. Cette jeune femme est Jo Suyeon, et croyez-le ou non, elle est en fait médecin. Parler d'être intelligente et séduisante. Juste après avoir découvert qu'elle est médecin, Seongo lui a enseigné les bases du jeu de la même manière qu'il l'a fait avec Yoongjun et Mi-kyung. Le médecin conclut qu'elle ne s'en soucie pas vraiment. Elle pense que le jeu n'a pas vraiment de réponse scientifique. Seongo confirme que c'est juste un jeu stupide, mais Suyeon n'a pas encore fini. Une chose la tracasse. Elle souligne instantanément qu'il est lui-même un éveillé. Notre garçon est un peu déçu par son hypothèse, mais Suyeon est vraiment très intelligente. Elle peut dire que ses explications du jeu sont si vivantes qu'il n'y a aucune chance que ce type n'ait pas joué au jeu. Suyeon ne poursuit pas plus loin cette pensée et remercie notre garçon pour son résumé. Pendant ce temps, Yoongjun se sent jaloux de ne pas avoir bien expliqué les choses. Le docteur lui dit en riant qu'il n'atteint même pas le niveau de profondeur que Seongo a sur le jeu. Reconnaissante de son aide, Suyeon se lie d'amitié avec Seongo pour être une bonne personne, une autre jolie fille ajoutée à la liste du harem. Le lendemain, notre garçon est de retour dans sa chambre à nettoyer la lame de sa lance. Cette nouvelle arme a l'air plutôt bien et il est curieux de la tester au combat. La configuration initiale de Seongo est maintenant terminée. Alors il appelle notre chien préféré, Dingo, et explique qu'ils vont aller venger sa mère. Ce n'est pas exactement une vengeance, mais cela va quand même poser un énorme problème si un intrus découvre la cachette de Seongo. C'est pourquoi ils doivent agir rapidement et s'occuper de ces personnes dangereuses rapidement. Dans la scène suivante, John Wick et son chien sont prêts à tuer des salopards. Dans cette mission, Dingo a un rôle important à jouer. Actuellement, ils font face à une meute de loups, mais étrangement, il n'y en a que 4 en vue. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'absence d'un loup alpha parmi eux. En y regardant de plus près, Seongo réalise ce qui se passe vraiment. Un ours hibou déchiquette férocement la chair des loups en ayant massacré quelques-uns ensemble. Seongo pense que ce type est assez pratique pour en nettoyer un bon nombre. Le problème avec la meute de loups à crinière, c'est qu'au moment où elle perd son alpha, la meute s'effondre sans leader. Leurs sens sont dispersés et ils deviennent très confus, ce qui entraîne un manque de coordination. C'est le moment parfait pour notre garçon de les abattre un par un. D'ailleurs, un loup se précipite vers lui mais Seongo déploie tranquillement son piège en toile et l'attrape facilement. Le même loup féroce est réduit à un chiot, gémissant de peur d'être dévoré. Mais ces astuces bon marché ne fonctionneront pas sur notre garçon qui le tue instantanément avec sa lance. Maintenant, je me sens un peu mal pour le loup, mais nous devons sécuriser la mission. Avec un loup à terre, 3 points sont gagnés. Les 3 loups restants sont attirés par la présence de Seongo alors qu'il s'enfuit. Tous les 3 deviennent hyper agressifs et commencent à les poursuivre. 2 se dispersent sur le côté tandis qu'un bondit d'en haut pour assurer le coup. Mais pas de souci, l'insecticide à la rescousse. Seongo en abat un, mais il est toujours attaqué par 2 autres de chaque côté. D'abord, il frappe à droite, enfonçant la lance profondément dans le ventre du loup. L'autre essaie de profiter de l'occasion pour attaquer par derrière, sauf que Dingo vient à la rescousse de notre garçon avec un puissant plaquage. Avec un autre loup tué, il obtient 3 points de plus. Seongo déclare de manière menaçante qu'il suffit de les poignarder jusqu'à ce qu'ils soient morts. Bro n'est pas en danger. Il est le danger. Avec un tas de loups vaincus, notre garçon atteint le niveau 5 et gagne des effets supplémentaires à son trait spécial. Curieux, il inspecte les propriétés de sa porte. La nouvelle fonctionnalité est que sa porte est maintenant invisible pour tout le monde.
Ensuite, il y a un effet de projection qui lui permet d'entendre les sons de n'importe quel endroit projeté. Pour le tester, Seongo lance immédiatement le portail. Cette fois, il peut réellement voir à travers sa maison sans avoir à se déplacer de l'autre côté. La transparence fonctionne aussi, donc plus personne ne pourra détecter son aptitude. En outre, Seongo s'inquiétait d'avoir peut-être accidentellement pénétré dans un donjon sans connaître le niveau de menace par son portail. Mais grâce à cet effet de projection, le risque est éliminé. Le fait que cet effet soit apparu au niveau 5 implique également que d'autres effets l'attendent à mesure qu'il atteint des niveaux plus élevés. Il n'avait même jamais supposé que ces niveaux sans importance pouvaient lui réserver des récompenses, mais il a encore beaucoup de choses à faire. En commençant par enterrer les cadavres de ses victimes, la meute de loups. 2 jours après la soumission des loups, notre garçon a noté et fait un tas de choses. Tout d'abord, il est allé dans l'autre monde et a effectué une autre enquête avec son drone. En fixant le rayon à environ 1 km, il a pu trouver un tas d'animaux différents mais inoffensifs. Même maintenant, il n'y avait aucune apparition de gobelins ou même de kobolds. Aucun monstre du tout. Ensuite, Seongo visait à obtenir des informations sur le nid de gobelins à 30 km de là. Ce genre de nid est censé être assez grand pour avoir aussi un tas de hobgoblins, ce qui signifie que les vaincre sera vraiment difficile. Maintenant qu'il avait acquis une véritable confiance quant à leur sécurité, Seongo sentait que c'était le moment idéal pour commencer à s'étendre. Bro est devenu Chainsaw Man aux côtés de sa version de Pochita et a abattu les arbres, dégageant la zone, aplanissant le sol et transformant le même repère en une véritable base d'abri. Dingo était le MVP. Il a aidé à créer un grand cercle servant de frontière. Seongo a joué la sécurité et a même installé 2 couches entières de clôture en fil barbelé avec un fossé. Maintenant, il devait juste creuser 2 mètres plus profond pour un effet combiné avec le fil. Pendant qu'il faisait tout cela, il regardait aussi la télévision grâce à son portail projeté. Le gouvernement a récemment annoncé des plans pour mener une enquête appropriée sur les éveillés. Dans le monde réel, Seongo achetait activement des matériaux dans des magasins de bricolage. Il a visité plusieurs magasins de rénovation domiciliaire pour obtenir des ensembles d'outils. Puis, sur le chemin du retour chez lui, il a même espionné la planque de Shulshin. Comme si cela ne suffisait pas, Seongo a même pris le risque de louer une moto et une mini-pelle qu'il pourrait éventuellement utiliser avec un peu d'entraînement supplémentaire. Le petit crapaud bleu continuait d'être un excellent soutien pour lui. Seongo injectait régulièrement une petite quantité de poison pour développer une résistance, mais finalement, il en avait accumulé suffisamment pour le fusionner avec une arme de son choix. Dans sa chambre, il se retrouve complètement choqué. Survivor 1, un type avec littéralement 4500 heures passées sur le jeu, a rejoint la mission. Cela a fait se demander à Seongo à propos de la fusillade de Yewido, ainsi que du contrôle douteux du gouvernement sur les médias, même l'incidence du comportement du président enfermé dans un seul endroit. Ces 3 événements peuvent sembler être des coïncidences en surface, mais notre garçon sait que c'est bien plus profond que ça. Sa théorie initiale a toujours été la même, que Survivor 1 collabore avec le président et sa sécurité. Mais c'est seulement parce qu'il pensait que ce type connaîtrait l'histoire de fond en comble. Survivor 1 est censé être un collectionneur d'objets, donc ce type aurait certainement demandé un énorme abri au président en échange des informations. Il a également choisi sa cible de collaboration avec soin, en choisissant le président pour obtenir le plus grand levier et autorité. La situation est compliquée. Seongo se demande si tout cela n'est qu'un énorme bluff, mais encore une fois, My Dream ne correspond pas. Sa réflexion commence à lui donner mal à la tête, mais Seongo a trouvé une réponse. Si à la fois Survivor 1 et My Dream collaborent, alors notre garçon a l'intention de changer sa stratégie personnelle également. Dans la scène suivante, nous regardons M. 4 yeux créent un nouveau score et une ID VR. Il se demande s'il va recevoir une réponse car cela pourrait entraîner un report de ses plans. My Dream répond en fait très rapidement parce que certains de ses joueurs sont allergiques à un travail ou à une vie sociale, je suppose. Même le frère pense que ce gars est au chômage, mais il veut vraiment vérifier si ce gars est légitime ou non via le chat VR. Le chat est initié avec My Dream, rejoignant la salle blanche. Les fans de Classroom of the Elite comprendront cette référence. Les 2 joueurs se confrontent. My Dream est particulièrement agacé par l'alias inconnu de ce type. Même quand il a accepté de venir ici, ce gars porte un visage de canard stupide. Le canard offensé s'excuse et s'en fiche. My Dream le prend comme un signe qu'il a affaire à un vétéran qui veut cacher son identité, mais le visage de canard le maintient dans l'ignorance. My Dream le teste avec 3 questions importantes. Seulement alors, il reconnaîtra ce stupide canard. La première question concerne la hauteur de saut maximale d'un loup-garou, à laquelle notre garçon répond immédiatement avec 3 mètres. Il connaît même la faiblesse d'un ours-hibou, qui est basique comme tout. La lumière est la réponse. Enfin, les stades d'évolution des zombies, ainsi que leur forme. Tête de canard répond qu'au lieu d'avoir des capacités d'infection, ces zombies consomment de véritables nutriments pour leur fonctionnement. L'accumulation des nutriments leur permet d'évoluer en ghoul. Fait intéressant. Certains deviennent même des zombies améliorés avant cette étape. My Dream pose alors une 4e question malgré sa déclaration qu'il n'allait en poser que 3. Notre garçon refuse de lui dire le nombre exact d'événements précurseurs dans l'histoire. Avec cela, le joueur rit, admettant que Duckface est vraiment un vétéran.
Notre garçon est assez agacé et exige que ce type contacte Survivor 1 et le fasse rejoindre l'appel. Cependant, cela ne peut pas se faire pour le moment. My Dream ne donne même pas de raison, ce à quoi notre protagoniste à tête de canard rétorque que c'est des conneries. En changeant de sujet, ce type incline son fedora et laisse entendre que quelque chose va bientôt se passer. Notre garçon commence à penser que ce type est peut-être vraiment fou à ce stade. C'est presque comme s'il disait des phrases de remplissage pour gagner du temps. Soudain, un frisson lui parcourt l'échine au moment où il réalise ce qui se passe. My Dream quitte le chat tandis que notre garçon réalise que ce type le doxe tout le temps. À ce moment-là, un homme entre dans le café avec 2 gardes de sécurité, leur ordonnant de verrouiller les portes. La réceptionniste souligne qu'ils sont censés payer au comptoir pour leur temps alloué, mais ce type lui attrape directement le bras, soulignant qu'ils sont là pour trouver quelqu'un au lieu de jouer. La seule chose qui dérange Seongo, c'est que My Dream est censé jouer la carte de la discrétion. Mais étrangement, il passe à l'offensive. D'ailleurs, la capacité de ce type est similaire à celle de Lelouch de Code Geass, capable de contrôler l'esprit de la réceptionniste. Quoi qu'il en soit, notre garçon est dans le pétrin. Il doit s'enfuir, car s'il est attrapé, la même chose lui arrivera. Alors il se dirige vers les toilettes et ouvre la capacité de la porte dimensionnelle. Pendant ce temps, le gars qui le cherche utilise son pouvoir mental sur tout le monde pour découvrir l'identité de Seongo. Jusqu'à présent, ils ont vérifié toutes les zones sauf une, ce qui le mène aux toilettes. Le gars est extrêmement confiant que notre garçon se cache ici. En ouvrant chaque cabine, il se demande si ce type est un assassin de type furtif. Tu sais, ce serait vraiment drôle si ce type ouvrait la porte et trouvait un gars au hasard en train de chier. Quoi qu'il en soit, My Dream est assez confiant pour affronter des monstres de type furtif. Il éclabousse un seau d'eau pour scanner l'environnement, détectant les bords irréguliers. Il agite aussi ses mains, espérant trouver Seongo. La chose avec notre garçon, c'est qu'il a bien invoqué sa porte, mais heureusement, il l'a posée à plat contre le mur. En fait, ce type se tient actuellement face à face avec le même portail. Il ne peut tout simplement pas le voir. Après son inspection, My Dream avoue que son hypothèse selon laquelle notre garçon était un utilisateur de furtivité était erronée. Cela le conduit à une deuxième conclusion que Seongo doit être un spécialiste du mouvement. Badge Nanami ordonne à son groupe de scanner toute la zone, rappelant à ses hommes qu'il y aura une grande récompense pour sa capture. Observant la situation depuis son portail, Seongo avoue que malgré sa richesse dans la réalité et son humilité dans le jeu, il ne voulait pas en arriver là. Il remercie en fait My Dream dans sa tête pour avoir clarifié les choses. Tout ce temps, Seongo avait été en conflit. Mais maintenant, il est presque sûr de ce qu'il doit faire. Se révélant, il a l'intention de se battre mesquinement et ne se retiendra plus de répondre à la violence. Son adversaire soupire, se demandant où Seongo se cache en secret. Il part du principe que ce type est basé sur le mouvement. Mais même dans ce cas, un vétéran avec des tonnes d'heures accumulées ne sera pas si facile à suivre. Hilarant, notre gars surgit de derrière comme un fantôme et dit bonjour. My Dream le remarque dans le miroir alors que Seongo se précipite avec un coup de lance. La lance empoisonnée lui entaille la jambe, et en quelques secondes, il est influencé par ses effets. Ce gars essayait de cultiver son aura tout ce temps, et une seule erreur a entraîné sa perte. Sans confirmer son identité, notre garçon lui écrase le visage contre le mur, lui rappelant qu'il n'est pas censé faire demi-tour. Il se moque ensuite du gars pour la douleur du poison qui coule actuellement dans ses veines. Chaque fois qu'il essaie de parler, Seongo lui rappelle de la fermer. Ensuite, il serre sa lame, déclarant que l'apocalypse et le tutoriel n'ont même pas encore commencé. Il en va de même pour le système de meurtrier. En disant cela, Seongo tranche le pistolet du gars enroulé autour de sa ceinture. Adoptant un ton sérieux et terrifiant, Seongo déclare brutalement qu'il ne sera même pas pénalisé s'il le tue maintenant. Sa lame plane autour du cou du gars, mais il reste silencieux comme un bon garçon. Seongo est impressionné que ce type sache enfin se taire. Son corps s'affaisse malgré sa conscience. Il ne bougera pas pendant un moment à cause du poison. Première question. Seongo demande pourquoi ce type essayait de trahir Survivor 1 et de cibler des innocents à cause de cela. Au lieu de cela, le même type qui essayait de chasser les autres n'était maintenant qu'une victime paralysée. Un monstre pathétique qui pouvait être exploité sans lever le petit doigt. My Dream maudit Seongo, qui prend son arme et lui rappelle que c'est le prix qu'il paiera pour avoir même envisagé l'idée de le capturer. Notre garçon attrape son couteau et menace froidement de vraiment tuer ce type s'ils se croisent. Après cela, Seongo a fini par s'échapper du café bien avant l'arrivée du groupe de My Dream. Il est rentré chez lui sain et sauf, puis est allé dans l'autre dimension. Ici, il a démonté le pistolet et a commencé à inspecter la carte d'identité de ce type. Le nom du type est Kwon Kyung-jun. Il est dans la fin de la trentaine, dirige un club de golf et contrôle en fait 3 bunkers à travers eux. Enfin, le frère est un sugar daddy pour plusieurs femmes, ce qui signifie qu'il obtient toutes les filles et l'argent. Pour ses capacités, Seongo suppose qu'il a quelque chose de vraiment puissant basé sur le nombre d'heures qu'il a passé sur le jeu. La compétence est liée au contrôle mental, c'est clair. Toute cette information utile est maintenant à la disposition de Seongo. Bien sûr, les compétences ne sont pas censées s'améliorer simplement parce que quelqu'un a passé quelques milliers d'heures dans le jeu. Même les no-lifers de Valorant et Counter-Strike passent 10 000 heures pour rester bloqués. Quoi qu'il en soit, Seongo comprend que le jeu a toujours valorisé la survie avant tout, donc sa propre compétence de portail est essentiellement un atout pour les vétérans. Pour l'instant,
Il veut garder cela comme une théorie jusqu'à ce qu'il puisse confirmer la compétence d'un autre vétéran. Ensuite, Seongo teste l'arme. En contemplant que l'apocalypse était sur le point d'arriver, il est certain d'une chose avec une conviction absolue et se fraye un chemin à travers la forêt en suivant Dengo. Ici, le chien aboie vers une zone intéressante. Des cadavres de policiers aux côtés d'un groupe de gobelins sont simplement étendus là. Gardant son calme, notre garçon vérifie l'état des corps. Il s'avère qu'un des officiers est en fait vivant. Bien qu'il n'ait pas de blessure mortelle, il a été touché par un effet de poison paralysant. Mais la partie la plus inquiétante est son arme manquante, même s'il est également possible qu'il n'en ait jamais eu. Dans tous les cas, Seongo met les deux corps ensemble et leur dit de se reposer ici pendant 30 minutes pour que les effets s'estompent. Puis il tourne la tête pour inspecter les cadavres des gobelins. D'un premier coup d'œil, il repère un tas de trous de balles, ce qui confirme que les policiers avaient bien une arme. La grande question est, pourquoi l'arme est-elle la seule chose manquante? Après y avoir réfléchi un moment, Seongo a une révélation, suspectant que c'est l'œuvre d'un gobelin doré. Mais cela l'excite car il veut vraiment le chasser lui-même. Avec le nouveau plan en place, notre garçon compose le service d'urgence avec son téléphone. Il a également laissé une note avec l'emplacement précis et même des instructions pour enterrer les cadavres de gobelins. Seongo comprend que les monstres sont déjà une réalité aux yeux du public, donc jouer la carte de la sécurité et de la discrétion est inutile. En ce moment, il est en lutte contre le temps et il espère que cette petite machine à tuer ici pourra l'aider. Dans une autre zone, un combat éclate entre un gobelin et une personne non éveillée. Le gobelin esquive son coup et s'échappe. Il en reste 3. Pendant que le gars questionne son capitaine sur le fait que c'est vraiment la bonne façon de faire les choses, il ne comprend pas pourquoi il doit jouer le rôle de tank alors qu'il n'a même pas de capacité pour commencer. Le capitaine utilise sa compétence, ayant un avantage en psychokinésie. Le seul problème avec l'incantation de cette compétence, c'est qu'elle prend un certain temps à être utilisée. Le gars a une pile de pierres prête et maintenant il les lance pour écraser le corps du gobelin. Il joue le rôle de soutien tandis que son pote demande quand les autres membres du groupe vont arriver. Son capitaine entend que le groupe est monté à la montagne Gayasan, mais apparemment ils ont été arrêtés et n'ont pas pu grimper la montagne. C'est une révélation frappante pour le gars moyen qui n'a pas de capacité. Il veut battre en retraite, mais son capitaine pense qu'il devrait continuer. 3 gobelins attaquent le gars et sont sur le point de le tabasser quand d'autres pierres leur écrasent le visage et les détournent. La bonne chose est que ces gobelins ne sont pas aussi forts que dans le jeu. Le capitaine dit simplement à ce gars de continuer tout en gardant son calme. Tant qu'ils peuvent s'occuper d'un tas de monstres et capturer le groupe de hobgoblins, ils auront un avantage significatif. Monsieur Psychokinésie est tellement occupé à sermonner son pote qu'il baisse sa garde et se fait frapper par la masse d'un gobelin. Maintenant que sa main est foutue, ce gars ne peut plus contrôler son pouvoir. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'un gobelin minable a réussi à le déjouer avec une contre-stratégie. Ouais, si j'étais lui, j'abandonnerais. Maintenant qu'ils étaient complètement sans défense, les 3 gobelins les ont entourés et ont commencé à attaquer de toutes parts. Les choses semblaient vraiment être la fin de la route pour ces amateurs quand soudain un carreau a traversé la tête du gobelin. Un deuxième et un troisième tir suivent et blessent les 2 autres gobelins. À leur grande confusion, le groupe de 2 n'a aucune idée de ce qui se passe. Ils regardent dans la forêt sombre en se demandant d'où venait la flèche. Dans la scène suivante, notre garçon est vu avec son arc de combat. Au début, il se demande s'il a vraiment fait le bon choix d'intervenir et de gaspiller ses munitions. En même temps, Seongo est juste content d'avoir pu confirmer des informations importantes concernant les éveillés. D'abord, il a appris que ces gars étaient empêchés de monter la montagne. Ensuite, il a rencontré un groupe de gobelins déjà assez affaiblis. En utilisant ces 2 informations, Seongo concocte son prochain plan. Il a déjà préparé une méthode pour s'occuper du groupe de gobelins. Sa stratégie est en fait très simple. L'idée repose sur la provocation du gobelin, ce qui peut être fait en lançant une pierre. Après avoir provoqué le nain à boule verte, il attirera le gobelin vers le portail dimensionnel avec des signaux simples. Quand le gobelin sera assez proche du portail, Seongo lancera une attaque de l'autre côté, avec l'avantage évident de pouvoir voir à travers son portail, tout en restant transparent devant les autres. Avec le premier gobelin gravement blessé, il criera et attirera l'attention de ses alliés. En utilisant la même porte dimensionnelle comme mur, Seongo retirera de force sa lance du corps du gobelin, effaçant toute trace de ses attaques. Maintenant, discutons de la réaction du hobgoblin qui a déjà une statistique de perception élevée dans le jeu. Il remarquera son subordonné mort et pointera immédiatement du doigt les autres gobelins pour avoir comploté sa mort. Cela créera le chaos au sein du groupe de gobelins, provoquant la discorde et éloignant les autres gobelins de leur chef. Profitant de cette opportunité clé, le calculateur Seongo se matérialisera de l'autre côté et leur tranchera la tête d'un coup net, maintenant ainsi l'avantage clair de faire le premier mouvement. La même chose continuera de manière répétée. Son plan se déroule plutôt bien jusqu'à présent, mais le problème est que Seongo doit se méfier de certains comportements des autres gobelins. À sa grande surprise, notre garçon se retrouve dans une situation intéressante. Le hobgoblin lui fait face tandis que le gobelin doré s'enfuit avec le butin, ce qui implique qu'ils ont eu une dispute. C'est une mauvaise nouvelle pour notre garçon qui doit maintenant tenter un coup de poker d'urgence. Son problème
problème immédiat est le capitaine Moutarde qui le rattrape rapidement. Seongo n'a vraiment pas d'autres options ici, alors il fait de son mieux pour bloquer le coup violent. Même après l'avoir bloqué, son corps subit le choc de l'attaque et s'écrase contre un arbre. Seongo tremble maintenant et est blessé. Les choses s'annoncent vraiment mal pour lui. Le hobgoblin ne perd pas de temps pour l'achever. Si notre garçon tombe ici, il sait qu'il est cuit à un niveau méga. La masse fonce à toute vitesse dans sa direction avec l'intention de lui écraser le crâne. La santé de Seongo diminue à ce moment crucial, activant son instinct de survie critique. Émettant un éclat jaune, cet homme répond à l'attaque du hobgoblin à bout portant. Au lieu d'attaquer le monstre, il se précipite après le gobelin doré. Un excellent mouvement. Grâce à l'arme qu'il a obtenue de Kyung-jun, il la vise sur la tête de la créature et tire un coup fatal, tuant immédiatement le gobelin doré. À ce moment-là, il appelle la porte dimensionnelle. Seongo a réussi la première phase de sa mission de récolte, mais il y a encore un problème qu'il doit résoudre, à savoir le monstre hideux qui le poursuit. Notre garçon sort son arme pour un combat au corps à corps et commence à tirer sur la créature. Le hobgoblin ne peut pas résister à la puissance de la technique de respiration à l'américaine et se fait écraser. Seongo rend l'appareil au hobgoblin avec le double d'amour en tailladant la créature sur tout son corps avec style. Le hobgoblin hurle et meurt, augmentant le niveau de notre garçon à 6 et lui rapportant 16 points. Enfin, sa quête difficile est terminée. Il vérifie la nouvelle compétence qu'il a acquise appelée sens du terrain, qui lui permet de percevoir et de réagir au terrain environnant. Fait intéressant, tout comme la dernière fois, tous les objets qu'il a utilisés ou tenus ont fini par être améliorés et transformés en objets réels. Seongo ne peut pas perdre de temps car il se rend compte qu'un groupe de recherche arrive par ici. Ayant acquis ce qu'il pouvait, venu chercher, notre garçon manifeste la porte dimensionnelle et entre, sachant qu'il doit juste se reposer dans sa cachette jusqu'à ce que le groupe de recherche ait terminé. Le lendemain, Seongo est réveillé par le chien préféré de tout le monde. Il regarde sa montre et se rend compte qu'il a en fait dormi toute une journée à cause de ses blessures. Connaissant les risques de l'instinct de survie, Seongo a l'intention de l'utiliser uniquement dans des situations extrêmes. Avant de partir pour sa prochaine mission, il est curieux du butin qu'il a récupéré du gobelin d'or. Il sort toutes les affaires et les pose sur la table. Il y a un tas de revolvers, une dague et d'autres trucs. Ces gobelins étaient les meilleurs pour ce genre de choses. Seongo est d'accord avec le revolver, mais le vrai prix à ses yeux est le couteau en mithril qu'il a récupéré. Ce bébé est une arme avec invariance permanente, une chose rare dans le jeu. C'est l'une des seules armes qui ne sera pas affectée par la catastrophe de maladie à venir. Mais la question qui le tracasse est comment un gobelin a pu obtenir un objet aussi rare qui coûte la somme astronomique de 100 points dans la boutique. En inspectant chaque centimètre de la lame, Seongo se rend compte qu'elle est défectueuse et imparfaite. Pendant sa contemplation, il atteint une illumination. Les gobelins de ce monde portaient des armes en métal. En raison de leur intelligence, il n'est pas possible pour de telles créatures de les fabriquer elles-mêmes. Cela soulève la question, une mutation soudaine s'est-elle produite et a-t-elle changé le cours de leur civilisation? Cela signifiait que des gobelins encore plus intelligents étaient là, expérimentant comme des gobelins chercheurs. Cependant, cette théorie est sans fondement pour l'instant, et notre garçon le sait. Il veut la tester plus tard, mais pour l'instant, il est plus intéressé à déballer les petits sacs. Gagnant à la loterie, Seongo sort une grappe de raisin d'ombre. Ce fruit unique améliore la vision nocturne d'une personne. Les transporteurs a également du sens car c'est la raison pour laquelle ces gobelins peuvent se déplacer facilement la nuit. En ouvrant la fenêtre de statue, notre garçon inspecte son taux de croissance. Il est assez content de ce qu'il a car son taux de croissance actuel est plus rapide que dans le jeu. Avec les choses de base conclues, Seongo sait qu'il est temps de retourner dans le monde réel. En invoquant sa capacité, il traverse le portail tout en faisant défiler son téléphone. Son téléphone vibre comme un fou dès qu'il récupère ses signaux. Hyungjun, Mikyung et même Suyeon ont tous envoyé des messages pour vérifier son statut. Avec le genre d'attention qu'il reçoit, il commence à se demander s'il est maintenant le gars cool. D'abord, il veut se rendre au centre de fitness. Alors, dans la scène suivante, nous trouvons Seongo ouvrant la porte pour rencontrer ses amis. Avant même qu'il puisse les saluer, ils ont couru vers lui, heureux de le voir entier. Et oui, le One Piece est réel. N'oubliez jamais cela. Curieux, notre garçon demande à propos des autres visages inconnus. Hyungjun les présente, introduisant les nouveaux comme les membres de son groupe. Lee Kyung-hoon et Kim Bora le saluent gentiment en échangeant des politesses. Seongo s'attendait à au moins un autre membre du groupe, mais il s'avère que cette personne est occupée à acheter du matériel de camping au magasin de rabais. Notre garçon est étonné d'entendre qu'un tel endroit existe, ce qui pousse Mikyung à intervenir et à confirmer qu'il est en fait super moderne et a ouvert récemment. Jimbro demande si notre garçon est au courant de l'incident aux nouvelles, ce à quoi Seongo répond qu'il est à jour sur MeTube. Peut-être devrions-nous y créer une chaîne aussi. Le même docteur qui a disséqué le corps du gobelin de la montagne Gyeonsan est entré dans un état de panique et a averti tout le monde de se préparer pour l'apocalypse à venir. Le président du pays a également tenu une réunion nationale, annonçant qu'ils font de leur mieux pour confirmer l'emplacement du créateur du jeu. Hyungjun se demande quel est le prochain grand objectif de Seongo. Toute la bande est réunie ici grâce à la riche connaissance de notre garçon sur le jeu. Kyung-hoon est un peu agacé que Hyungjun cherche encore des conseils alors qu'il lui a déjà dit que les gobelins donnent évidemment des points.
Donc, si une personne éveillée tuait un monstre, elle passerait simplement du niveau 1 au niveau 2, donc l'objectif serait de faire des réserves. Maintenant, mon gars regarde ce type raconter des conneries sans avoir la moindre idée de combien il se trompe. En s'adressant à lui, Seongo révèle que tout cela est faux. Ce sale type interrompt notre garçon en demandant s'il a joué au jeu, agissant comme un redditor têtu qui ne peut même pas écouter une autre opinion. Seongo soutient qu'il n'a pas à cacher son identité, mais c'est suffisant pour que ce type bavarde et assène le coup de grâce en disant que faire confiance à la communauté aveuglément n'est pas sage. Bora, l'autre fille, se tourne pour poser une question à ce type. Elle est vraiment curieuse du processus des spores de zombies et l'interroge pour savoir comment l'infection se propage. Elle exige également de connaître les conditions impliquées dans le processus. En réponse, ce type déclare de manière ridicule que quiconque a déjà été en contact avec une personne éveillée ne deviendrait pas un zombie, ce qui est la réponse la plus étrange qui soit. En frappant la table, Kyung-hun se lève pour maintenir sa position dominante simplement parce qu'il est devenu un éveillé lui-même. Il pense que son expérience est tout et que même si des joueurs non éveillés interagissaient avec lui, il deviendrait automatiquement à l'abri des spores. C'est beaucoup de bruit pour rien, mais Bora est d'une manière ou d'une autre facilement convaincu et s'accroche à lui comme s'il était une sorte d'expert. Puis vient Mi-kyung avec sa propre question, demandant si ce gars a réussi le tutoriel difficile. Kyung-hun la coupe à nouveau, soulignant qu'il la protégera donc, qu'il n'y a rien à craindre. Ce prétentieux agace Seongo. Il accorde un certain crédit à Kyung-hun pour sa théorie, mais comprend aussi qu'il n'y a absolument aucune preuve que les éveillés soient complètement immunisés contre les spores. Seongo pense que toute cette conversation est morte à cause d'un type et comprend enfin pourquoi Young-jun l'a appelé. Oubliant ce troll et ses pitreries, notre garçon se lève pour partir même si ses deux amis le pressent de rester. Seongo n'a aucun intérêt à partager ses connaissances avec un troll comme ce type, alors il leur dit au revoir avec l'intention de se revoir plus tard. Après avoir quitté le club de fitness, il sélectionne plusieurs endroits pour récolter des points avant que la maladie de fer n'arrive. Seongo s'intéresse au magasin d'équipement de camping dont ses amis lui ont parlé. Finalement, après tous ses plans, il se tenait devant sa maison pour apercevoir l'élégante Suyeon. Elle avait en fait quelque chose à lui donner, et était assez patiente pour attendre. Suyeon sort une trousse de premier secours, mais en réalité, c'est un paquet d'analgésiques et d'autres antibiotiques qui ne peuvent jamais être achetés sans ordonnance. C'est un cadeau spécial. Seongo est vraiment stupéfait par son geste. Le médecin finit également par révéler son adresse, mais elle l'a déjà écrite dans la pochette. Encore une fois, notre garçon est confus quant à ses intentions, mais cette mignonne doctoresse pense qu'il est naturel de partager sa localisation en échange de le connaître. Au fait, je suis dans l'équipe Suyeon parce que Mi-kyung ressemble juste à une version bas de gamme de Cha Hae-in, comme je l'ai dit plus tôt. En lui disant au revoir, Suyeon se dépêche pour son rendez-vous avec le directeur. Alors qu'elle s'éloigne, elle se souvient soudain d'une dernière chose. Suyeon sourit et lui rappelle de payer les médicaments. Elle lui a donné l'adresse pour une raison après tout. Après avoir entendu cela, Seong-ho était complètement perdu. Il n'arrive tout simplement pas à comprendre les intentions de Suyeon ni à déchiffrer son comportement. Avec leur séparation, le temps a filé. Pendant ces heures, notre garçon a parcouru toute la ville en collectant différentes choses dans différents magasins. Puis il a créé un véritable entrepôt, et après avoir ajouté des panneaux sandwich, il était prêt à y charger certaines de ses affaires. Vous vous souvenez de la mini-pelle qu'il avait réservée? Seong-ho a commencé à l'utiliser au maximum pour ses travaux de construction. Finalement, l'état du monde est devenu plus dramatique. Le chaos du public, la politique embrouillée, les débats sur la vérité et les sceptiques allant et venant, tous ces facteurs ont conduit à une réunion d'urgence avec l'ONU, discutant des plans du président des États-Unis pour visiter la Corée. Et enfin, la HSA a ressenti quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Par-dessus tout ce qui allait se passer, l'astéroïde pour déclencher l'ère des zombies se dirigeait à toute vitesse vers la Terre. 4 jours plus tard, Seong-ho se retrouve au port de Gamcheon, contemplant le paysage océanique luxuriant. C'est ici que se déroulera l'événement final de l'histoire, ou l'événement précurseur appelé l'événement du navire russe. Après s'être assuré que personne n'était présent, Seong-ho est entré dans un bâtiment abandonné pour faire des préparatifs de dernière minute. Ici, il ouvre la porte, expliquant sa raison de venir ici malgré la forte probabilité de devenir un zombie. Il veut obtenir un tas de différentes armes du navire. Le problème avec les spores de zombies, c'est qu'elles sont des agents pathogènes sous forme de faisceaux de particules. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut facilement éviter. Devenir un zombie ici ou 5 jours plus tard ne faisait aucune différence, surtout pas pour quelqu'un qui ne vivait pas avec sa famille. Seong-ho comprenait qu'il pouvait toujours vivre dans l'autre monde avec Dingo, mais alors sa vie n'aurait aucun sens pour son existence en tant qu'humain. En terminant ses préparatifs, il se met au travail, précisant qu'il n'est pas ici pour une mission suicide. Il fait simplement un choix que beaucoup d'autres n'auraient jamais le courage de faire, un choix de prendre la voie élevée pour un gain supérieur. C'est ça la vie de toute façon. Seong-ho vérifie les notes de mise à jour concernant cette partie de l'histoire et suppose que l'arme à 10 points est une massue en ébène, mais cela le fait se demander à quel point l'état des zombies sera faible à cette partie du jeu. Il y aura également des influences de points après l'arrivée des astéroïdes. Les détails sont écrits avec tant de confiance qu'il est certain que le créateur du jeu savait que tout cela arriverait. Seong-ho était sur son téléphone lorsque la situation s'est aggravée. Il reçoit un message d'urgence concernant une alerte au tsunami liée au 3e phénomène précurseur. Dans la scène suivante, l'eau touche le rivage, montant plus haut à chaque pulsation. Au large, il y a un navire qui est littéralement ballotté par les vagues.
Seong-ho réalise que l'eau a inondé la ville et qu'il doit maintenant choisir entre combattre des monstres ou des zombies. En observant attentivement le navire, il partage à quel point les catastrophes naturelles ont rendu les humains désespérés. Pourtant, il devait opérer dans ce niveau de chaos et faire son prochain mouvement en utilisant son bateau. Seong-ho court à toute vitesse tout en soutenant son embarcation avant de sauter directement d'un bâtiment, sachant qu'il manque de temps. Il devait résoudre tout cela avant l'arrivée des agents du gouvernement. Quelque temps plus tard, il s'ancre avec le navire. Jusqu'à présent, tout va bien. La chose à propos des éveillés, c'est qu'ils ne deviennent pas des zombies, ce qui signifie que Kyung-hoon avait étonnamment raison sur sa théorie. En fait, notre garçon ne ressent même pas une sensation désagréable. C'est déjà une bonne nouvelle, alors il grimpe à l'échelle pour la deuxième phase du plan. Ici, des zombies rôdent sur le bateau. Il les appelle et attire leur attention. Le frère est venu ici en short avec un bouclier et une masse, ressemblant à un Power Ranger. Les zombies dans le jeu étaient toujours spéciaux dans leur propriété. À cause du jeu, ils ne pouvaient pas propager le virus, mais ils tradaient tout autour d'eux comme une proie. Ils avaient également tendance à devenir plus forts avec plus de nutriments absorbés. Seong-ho fonce droit sur les zombies et en écrase un avec son bouclier. Après avoir affronté le premier, il prend sa masse et supplie le zombie de préparer sa mâchoire. Puis cet homme lui fait une très bonne chirurgie esthétique en lui écrasant le visage. Avec la facilité avec laquelle ces deux-là sont tombés, Seong-ho se demande si les zombies ont été trop affaiblis. Il gagne 2 points et se souvient qu'il fallait au moins 2 coups ou plus pour tuer un zombie auparavant, mais maintenant un seul suffit. Se souvenant de ce qui s'est passé avec les orques, il refuse de baisser sa garde. Faire ce genre d'erreur 2 fois allait lui coûter la vie. Ensuite, Seong-ho vérifie le couloir et trouve un groupe de zombies piégés à l'intérieur. Certains se promènent, alors il avance rapidement et commence à les malmener à gauche et à droite. L'objectif de Seong-ho est de trouver un pistolet, alors il vise la timonerie. Mais ensuite, il entend un coup de feu, le choquant complètement. Il n'y a pas moyen que quelqu'un ait réussi à survivre aux zombies du navire. Se précipitant vers la source du bruit, Seong-ho admet que les non-éveillés ont parfois de la chance après avoir été en contact avec des éveillés et survécu au sport grâce à eux. Sa priorité est de sauver cette personne pour obtenir plus d'informations. Mais au moment où il arrive, le pauvre gars est déjà mort. Cette personne a une photo de son être cher dans ses mains juste avant de mourir. Naruto Uzumaki n'a pas pu devenir le 7e Hokage dans cet univers, mais c'est d'une grande aide pour Seong-ho qu'il puisse prendre le pistolet de ce type pour lui-même. Puis il l'allonge pour un repos approprié et quitte la pièce. S'habituer à la tragédie est quelque chose auquel Seong-ho devait s'habituer, car cela deviendra courant après la tragédie. Il est naturel qu'ils doivent tuer des gens de son propre genre juste pour maximiser ses propres chances de survie. Pendant qu'il détache l'ancre, Seong-ho s'étonne en voyant quelqu'un faire du jet ski à côté. Cela signifie que, tout comme lui, un autre joueur est ici pour récolter des points. Ils se croisent, mais notre garçon quitte le navire avec ce dont il a besoin. Il ne se soucie pas beaucoup de la personne qui y va. Le lendemain, c'est tôt le matin lorsque les nouvelles commencent à parler de la disparition du développeur de jeu. Personne ne peut trouver ce type pour obtenir des réponses. Et depuis que le président a reçu la preuve des zombies, il agit de manière décisive sans arrêt. Pour résumer, Seong-ho pense que le dirigeant de leur pays pense de manière très similaire à lui. Se souvenant d'une dernière chose, notre garçon appelle Lee Woo-beom, l'administrateur au siège des contre-mesures. Immédiatement, notre garçon lâche la bombe de l'heure exacte du début de l'apocalypse. Pour confirmer son identité, Seong-ho mentionne les blessures par balle qu'il a infligées au hobgoblin. Woo-beom est surpris qu'il s'agisse en fait du même joueur. Notre garçon lui fait écrire des détails importants à toute vitesse, mentionnant des choses comme la date exacte, l'heure exacte, et même la situation d'un colis arrivant dans l'après-midi. Seong-ho espère que le département des contre-mesures fera du bon travail avec ces nouvelles informations, et il leur souhaite bonne chance pour la guerre à venir. Le président a réalisé un coup décisif. Les gens sur le forum ont commencé à réaliser que la situation empirait de plus en plus. Internet et électricité n'allant pas durer longtemps, bien que Seong-ho ne puisse prendre ses opinions qu'avec des pincettes. Il n'est pas sûr que tout cela va vraiment se produire. Mais ensuite, une annonce est faite informant les citoyens de préparer une bonne quantité de nourriture et d'eau pour 4 jours et de retourner auprès de leur famille. L'armée patrouille activement et exige que les gens arrêtent toutes les activités immédiatement. Une déclaration officielle sera publiée d'ici le 20 juillet. Seong-ho observe tout cela et pense que c'est la réponse parfaite. Il se sent mal de ne pas avoir informé les gens plus tôt sur l'état du monde à venir. S'il avait su à quel point le gouvernement aurait bien géré tout cela, alors il se serait donné à fond dès le début et aurait exploité son trait. Cela semble être un énorme échec, mais Seong-ho fait face en admettant qu'il n'aurait toujours pas pu arrêter le désastre. Il n'y a aucun intérêt pour lui à s'attarder sur ce qui aurait pu se passer, seulement qu'il doit se souvenir de sa propre promesse. Tout d'abord, ce n'est pas un héros de la justice, et il ne veut pas l'être. C'est juste un gars ordinaire. Ensuite, nous apprenons que les confinements et les quarantaines ont bouleversé l'état du monde et rendu la navigation impossible. C'est pourquoi Seong-ho a passé ses journées dans l'autre dimension. 3 jours avant le début de l'apocalypse, il a terminé de creuser, mais à un rythme lent. Il a également accumulé toutes les vidéos qu'il avait sauvegardées concernant la cuisine et l'agriculture, parce qu'Internet n'existera plus bientôt. 2 jours avant l'apocalypse, il a exploré la région avec Dingo et s'est senti chanceux de trouver quelques pommes dorées. Cela l'a fait se demander si tout cet endroit était enchanté et s'il était béni d'être une terre fertile. Un dernier problème est survenu
revenu un jour avant l'apocalypse. Apparemment, Seongo a découvert que 2 paquets de gelée de patates douces manquaient dans son stockage. Il y a aussi un raisin sec ici. L'hypothèse évidente est que Dingo a mangé les jellies, mais le chien honnête secoue la tête et nie son implication. Seongo prend un ton taquin et insistant pour obtenir la vérité, mais ce pauvre petit pleure pour prouver son innocence. Aimez cette vidéo. Justice pour Dingo. Seongo comprend maintenant que ce n'était pas sa petite boule de poil, mais quelqu'un d'autre. Il décide de vérifier les images de la vidéosurveillance juste pour voir ce qui s'est vraiment passé. Seongo vérifie son ordinateur portable, étonné de découvrir un tas de coléoptères envahissant son espace par la chatière. Ils ont pris la gelée et ont laissé le raisin en guise de paiement. Je ne sais pas pour vous, mais c'est la chose la plus mignonne que j'ai vue aujourd'hui. Le scarabée s'est même retourné pour remercier la caméra, signifiant que ces petits gars sont extrêmement intelligents. La curiosité de Seongo prend le dessus, et maintenant il veut vraiment interagir avec quelques-uns de ces gars. Juste pour être sûr, il verrouille la chatière, au grand désespoir de Dingo. Notre garçon ne peut pas passer plus de temps ici dans ce monde à cause de quelques invités qui vont bientôt le rencontrer. Alors il ouvre le portail dimensionnel et repart. Dans la scène suivante, Seongo est assis avec tous les membres éminents du groupe et ses amis, surpris qu'ils soient tous arrivés sains et saufs malgré le confinement. Il remarque à nouveau un visage inconnu et apprend que le nouveau venu est le dernier ajout à l'équipe. Ce prince charmant est Uhyun et il est déjà éveillé. Malheureusement, il ne connaît pas grand-chose au jeu, mais il est étudiant en génie électrique, donc il a beaucoup d'expérience pratique. Seongo adore l'ajout de ce gars et se présente comme un non-éveillé. Tous deux sont très polis lorsqu'ils se rencontrent. Quoi qu'il en soit, Seongo veut conclure rapidement les choses importantes. Il veut que chacun passe en revue les informations qu'il a, un par un, en commençant par Hyungjun, le gars de la gym. Walmart Yuji ici commence par partager une expérience au sujet de son ex-femme. Il parlait quand la ligne a été coupée. Inquiet, il est parti à la recherche de sa fille, mais sur le chemin du retour, il a aperçu un tas de barricades se dresser sur l'autoroute. Selon son enquête, Hyungjun a appris qu'ils essayaient d'évacuer les citoyens près du complexe pétrochimique. C'est au tour du médecin élégant qui partage une information importante. Suyeon a vu un abri être construit dans le parc local, ce qui est choquant à voir, mais c'est en fait vrai. C'est au tour de Mikyung. Elle était au supermarché quand elle a entendu quelque chose à propos de hauts fonctionnaires s'opposant à la décision du président. Apparemment, les fonctionnaires protestataires ont tous été arrêtés. Ces découvertes sont bien plus précieuses que Seongo ne l'avait initialement supposé. La fin approchait et la position du président était assez claire. Il sait ce qui va se passer, donc la grande question est pourquoi a-t-il commencé par demander un par un ? C'est parce que dans un réseau, il est important d'avoir des raisons correspondantes selon les informations de quelqu'un. Il pourrait très bien se présenter comme un vétéran et les persuader de cette manière, mais cela le mettrait personnellement en grand danger. Seongo commence à parler en exhortant tout le monde à bien écouter ce qu'il est sur le point de dire. Puis, il déclare audacieusement l'objectif ultime du président de créer une apocalypse contrôlante. Ces mots stupéfient immédiatement toutes les personnes dans la pièce. Seongo soutient sa logique en mentionnant les confinements inexpliqués et comment toutes les installations nationales se sont arrêtées. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle le gouvernement ferait de tels changements drastiques en si peu de temps. Suyeon fait le lien et réalise que la fin est proche. Elle comprend rapidement et déduit que le gouvernement est déjà sûr du jour exact où l'apocalypse se déclenchera. Seongo confirme cela et désigne le 20 juillet comme le jour suspecté. Paniqué, Uhyun se lève pour informer sa famille, mais notre garçon lui crie dessus. Il ne veut pas que ces losers perdent la tête. Même si cela semble cruel, la survie individuelle signifie infiniment plus que celle de sa famille. Seongo rappelle froidement à chaque personne dans la pièce que n'importe lequel d'entre eux pourrait se transformer en zombie à partir de demain, donc la terreur de la mort plane sur eux tous. Abordons le point principal. Il sort un tas de dossiers reconnaissant la véritable raison pour laquelle il les a appelés ici. C'est parce qu'il a une stratégie pour la phase de tutoriel, ainsi que des informations détaillées sur l'aspect de survie. Hyungjun questionne sa source d'informations, ce qui pousse Seongo à répondre qu'il a regardé les streams. Il s'excuse même auprès de Mikyung d'avoir menti tout ce temps, mais elle n'en tient pas rigueur car elle a fait de même avec lui. Mais grâce à ces dossiers, l'information peut être utilisée selon leurs besoins. En même temps, Seongo les supplie de suivre le manuel à la lettre, juste pour passer la phase de tutoriel. Après leur réunion, minuit est arrivé. C'était le dernier jour où le monde connaîtrait la paix avant d'être envoyé en enfer. Seongo s'était préparé pendant 32 jours d'affilée, progressant dans chaque domaine pour améliorer ses chances. Pourtant, il pensait qu'il y avait des imperfections et que son statut anonyme pourrait facilement causer sa propre chute plus tard. Même alors, ce jeune homme vaillant n'a aucun regret d'avoir pris des décisions audacieuses. Seongo regarde son pays lancer des missiles vers l'astéroïde approchant, entrant en contact avec un objet étranger. Il se demande si la fin du monde est vraiment le destin ultime inévitable pour l'humanité. L'apocalypse a officiellement commencé. Le matin est venu et avec lui les confinements ont disparu. Tout le travail de préparation de Seongo était terminé. Il a installé du verre par balle et des portes durables à haute résistance. Ensuite, il a suivi la routine habituelle d'injecter une petite quantité de poison, affinant sa capacité de résistance. Puis cet homme a fait de l'exercice, et je ne plaisante pas, il fait 300 pompes à un bras tout en étant empoisonné.
Saitama ne peut pas rivaliser avec l'éthique de travail de cet homme. Seongo a enfilé son équipement de combat, ayant l'air super stylé, puis a partagé le petit déjeuner avec son chien. Il a attendu l'annonce à 9 heures, somnolent même. Soudain, l'heure est arrivée et la télévision s'est allumée. Le président s'est assis pour annoncer à ses citoyens une déclaration écrasante proclamant la loi martiale, fermant les routes, entre autres choses. Seongo était tellement ému et impressionné par les décisions du président qu'il pense qu'aucun autre homme n'aurait pu offrir à leur pays une meilleure conclusion. Voyant son état triste, il serre la télécommande, incapable d'accepter la fin ultime. Pourtant, ce n'est pas comme si ce destin pouvait être évité, c'est quelque chose que l'humanité doit endurer et survivre. Cette fois, Seongo n'entrera pas dans l'apocalypse comme un novice, mais comme un vétéran qui sait tout. 4 heures restent avant que les spores n'entrent en contact. 2 d'entre elles ont été passées dans l'autre monde où il a vérifié les articles cultivés dans son entrepôt. Ici, notre garçon a installé du matériel pour les jours qui suivront la maladie de fer. Eh bien, pendant qu'il passait du temps dans l'autre monde, l'humanité est tombée, le chaos a fait rage alors que les gens se blessaient les uns les autres. Des bagarres ont éclaté entre civils, plus personne ne se souciait de rien, ce gros traînait même avec les fesses à l'air, il était prêt à mourir et une voiture l'a percuté pour l'envoyer en enfer. Certaines personnes prenaient plaisir à tuer les autres sans remords. Le monde touchait à sa fin après tout. Petite remarque, je suis vraiment curieux de savoir comment vous auriez géré une apocalypse mondiale comme celle-ci. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Le punk blond était au volant et ne se souciait même pas que ce type soit mort. Son ami pense qu'il est bien de se débarrasser de la voiture parce que la maladie du fer va bientôt anéantir tous les véhicules. L'autre gars pointe sa batte vers le toit, interpellant le perdant qui les espionne discrètement. Il a des sentiments personnels envers notre garçon et il veut exploiter Seongo pour des points. Seongo ne comprend pas pourquoi ce type agit de manière si hautaine, mais il aperçoit des prospectus tombés du ciel. Même au bord de l'apocalypse, le gouvernement s'inquiète pour son peuple. C'est incroyable de les voir se soucier des autres, contrairement à Seongo lui-même, qui est impitoyablement égoïste en matière de survie personnelle. Il sait que si plus de gens agissaient dans l'intérêt des autres, l'apocalypse serait facile à gérer. En écrasant le papier, il réfléchit à quel point c'est une norme irréaliste. Tout ce qu'il a à faire, c'est de retourner à ses préparatifs. Dans la scène suivante, il reste à peine 3 minutes avant que les spores n'entrent en contact avec le monde. Seongo a rassemblé un tas de réservoirs d'air et se demande s'ils seront suffisants avant que la maladie ne prenne le dessus. Il a déjà mémorisé chaque itinéraire pour se réapprovisionner en marchandises de la ville. En regardant sa montre, Seongo se demande ce qui se passerait s'il oubliait de l'enlever. À ce stade, même lui sait qu'il s'inquiète trop, alors il simplifie les choses et met le casque. Il est 13 heures, donc les spores ont maintenant fait contact. Seongo se résout, démarre sa moto et espère que tout se passe comme prévu. La scène se déplace vers la montée de l'infection. Les spores ont commencé à affecter les citoyens ordinaires. La vie est aspirée des gens, et finalement, il ne reste que des cadavres mangeurs de chair. Ces monstres violets grognants sont attirés par un certain bruit. Seongo fonce à toute vitesse contre certains des zombies. À sa grande surprise, il n'y en a pas tant que ça dans cette zone. C'est une bonne chose parce que la plupart des gens qui se sont transformés en zombies ont fini par rester chez eux, mourant aux côtés de leur famille. La seule partie qui l'intrigue est de trouver quelqu'un qui ne s'est pas transformé. Pourtant, les choses ne semblent pas mal. Il voit un chemin dégagé devant lui, prenant un raccourci, sachant qu'il vaut mieux éviter les zombies pendant qu'il est occupé à cultiver. La bonne nouvelle, les magasins ont encore les volets fermés. Cela lui permet de briser facilement le verre avec sa masse, ce qu'il fait avant d'entrer. Seongo commande le portail, sachant qu'il doit agir rapidement. Il prend tout ce dont il a besoin, sachant qu'il faudra un certain temps pour que les spores contrôlent complètement les zombies. Son meilleur pari est de piller le magasin de bricolage avant que cette attaque coordonnée de zombies ne commence, ce qui l'aiderait à éviter tout combat. Au fait, notre Go est en train de jeter tout ce qu'il peut attraper. Le frère inonde son chien avec une multitude de médicaments. Avec la pharmacie complètement pillée, Seongo vérifie ses progrès et réalise qu'il avance en fait beaucoup plus vite que prévu, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Car au moment où il arrive au magasin de bricolage, il trouve une double couche de sécurité. Encore une fois, il savait que cela arriverait. C'est pourquoi il a apporté les réservoirs avec lui. Seongo allume la chaleur concentrée du coupe-oxygène. Un petit problème, cette chose est beaucoup trop bruyante, attirant les zombies environnants. En jetant un coup d'œil autour de lui, Seongo se souvient que même si leur sens de pistage était affaibli dans le jeu, il ne leur fallait que quelques instants pour localiser la source du bruit. Une horde entière l'avait acculé, signant sa perte.